L'énéagramme, donc c'est un outil qui permet de découvrir la personnalité, d'accord? Et ça part du principe que quand on est dans le ventre de sa maman, bon, on est avec une petite graine quand même, on est avec quelque chose, une personnalité. Et quand on va sortir du ventre de notre mère, on était quand même bien au chaud à l'intérieur, sauf si on n'est pas désiré, mais sinon on est bien au chaud, on est tranquille, on a à boire, on a à manger, on peut faire tout ce qu'on veut à l'intérieur, c'est tranquille. On écoute même de la musique, puisqu'en fait, il faut savoir que la maman, quand elle boit, pour le bébé, ça fait comme un petit ruisseau. Quand à chaque fois qu'elle croque quelque chose, ça fait un autre bruit. Mais pour le bébé, c'est pas un bruit effrayant, c'est des bruits comme des instruments de musique. Donc le bébé, dès le petit, dans le ventre de la maman, il a l'impression d'entendre plein de sons. Il entend plein de choses, etc. Donc il est bercé, etc. C'est super agréable. Et puis quand il va sortir du ventre de sa mère, ça va être super compliqué, puisque là, il va falloir qu'il demande tout. J'ai besoin de boire, j'ai besoin de faire pipi, j'ai froid, j'ai chaud. Donc à chaque fois, le bébé, il est obligé de pleurer pour avoir quelque chose, alors qu'avant, c'était libre service dans le ventre de la maman. Maintenant, c'est plus du tout libre service, il est obligé de demander plein de trucs. Et il est obligé de se confronter à la vie de tous les jours, donc c'est pas marrant pour un bébé, parce qu'il ne peut plus faire comme il veut. Et au fur et à mesure, en fonction de ce qu'il va rencontrer dans sa vie, ça va être, il va devoir se battre par rapport à, et adapter sa personnalité. Et c'est là qu'il va définir sa personnalité en fonction aussi de tout ce qu'il va rencontrer. Il a sa petite graine intérieure et puis après il va se développer et il va fonctionner un petit peu en fonction de son environnement. S'il a des parents, pas de parents, en effet il vit dans la rue, chez nous, il va se confronter aux difficultés et il va développer ce qu'on appelle des mécanismes de défense pour se défendre. Et il va grandir comme ça jusqu'au bout. Et là, ce que je vais vous demander d'aller chercher, c'est votre type de personnalité, c'est-à-dire quand vous étiez tout petit, c'est-à-dire votre essence. Parce qu'après, on bouge, on change, et c'est surtout, on peut se transformer, en effet, par rapport à notre environnement. Et c'est trouver sa naturalité, c'est-à-dire retrouver qui on était. Il faut savoir que jusqu'à l'âge de 25 ans, le cerveau n'est pas fini, on n'est pas mature. On est vraiment mature à 25 ans. Il peut y en avoir qui peuvent être matures avant, mais avant 25 ans, c'est difficile d'avoir le libre arbitre. À 25 ans, en tout cas, maximum, on est capable de dire oui, non, je veux pas, etc. Et de décider, et de dire l'éducation de mes parents, ça me plaît pas, ça je prends pas, j'ai envie de faire complètement autre chose dans ma vie, j'ai envie de revenir... L'important est d'aller revenir à notre état d'origine, qui on est profondément. Pas transformé par tout le monde autour de nous, mais qui on est au fond de nous, vraiment. D'accord ? Et donc là, on va aller chercher les types de personnalités. D'accord ? Alors, c'est un outil... Bon, ça c'était juste... Mais je vais juste faire une toute petite présentation de qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas du tout. Donc à la base, j'étais infirmière, mon premier métier c'était infirmière, et puis je me suis passionnée par tous les outils de ressources humaines, et du coup je me suis spécialisée, je suis devenue graphologue. Graphologue, je ne sais pas si vous savez ce que c'est étudier l'écriture, donc je sais la personnalité à travers l'écriture, lire la personnalité à travers l'écriture. Je suis morphopsychologue, c'est découvrir à travers le visage. Donc à travers les traits du visage, je peux dire aussi qui est la personne. J'ai fait une école de coaching, donc coacher pour l'entreprise. J'ai fait une école de thérapeute, Gestalt thérapie, qui est une thérapie un peu particulière qui travaille sur les émotions et sur tout ce qui est corporel. J'ai fait aussi un DU universitaire sur les addictions. Je me suis spécialisée sur les addictions parce que j'avais beaucoup de patients qui étaient addictés à l'alcool, au tabac, etc. Et donc je voulais les aider. Et en fait, je n'ai jamais arrêté les études. Voilà. Donc depuis l'âge que je suis infirmière, j'ai toujours continué. Aujourd'hui, je me spécialise dans tout ce qui est énergétique. Je travaille beaucoup sur l'énergétique, sur l'ayurvédique, la médecine indienne, sur donc tous les marmas, les points marmas, tout ce qu'on peut détecter aussi dans le corps pour aider, et vraiment le développement personnel je travaille avec les sons, c'est très intéressant, avec les bols chantants, avec les gongs. Je fais ce qu'on appelle des bains sonores, c'est-à-dire que les patients sont baignés dans plein de sons et on peut retrouver son état naturel dans le ventre.
Je travaille par hypnose, je travaille avec des pierres aussi, donc c'est vrai qu'à Madagascar, souvent je ramène des pierres. Voilà, tout un état de choses pour que la personne soit le mieux possible et puisse se développer et surtout bien se connaître. Hein, c'est ça le plus important pour moi et pour vous. Plus vous allez bien vous connaître et savoir qui vous êtes, plus vous allez savoir aussi autour de vous et plus vous allez apprendre à détecter vite avec vos enfants qui c'est, quel type, etc. Plus vous allez vous dire, ah oui, sur celui-là, ce comportement-là, c'est pas normal, sur celui-là, c'est normal. D'accord? Ça, c'est important. Parce que quand vous me racontiez tout à l'heure, les jumeaux, je ne sais pas peut-être que vous verrez quel est leur type de personnalité, mais il y a des enfants qui vont être extrêmement batailleurs, qui cherchent la confrontation, qui cherchent le conflit toute la journée, et adultes aussi. C'est la façon de fonctionner. Ça les met en envie d'être en confrontation et d'être rebelles. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui seront toujours soumis. Donc voilà, c'est important de savoir à qui on a affaire, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, s'ils ont un comportement qui correspond à leur personnalité, ben on se dit ok, si ça ne correspond pas du tout, on se dit ah, là il y a peut-être un problème. D'accord? Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sinon j'ai monté après mon cabinet bilanciel, ça fait 20 ans que j'ai ce cabinet. Et puis j'ai monté une association qui s'appelle Oser c'est vivre, qui est une association qui aide les gens un peu plus démunis, qui ne peuvent pas payer au niveau des thérapies. Et puis là, j'ai monté en janvier un autre truc qui s'appelle un centre énergétique, qui s'appelle UDC, qui s'appelle Union des Cœurs, Univers des Coquelicots. Voilà, je suis une fan des coquelicots, parce que je dis le coquelicot dans mon cœur, j'ai toute une symbolique autour des coquelicots. Et nous avions décidé, parce que j'ai toujours fait de l'humanitaire depuis l'âge de petite, hein, depuis l'âge de 18-20 ans, j'ai toujours aidé, j'étais en Inde, j'étais un peu partout. En Inde, j'ai fait toute seule le tour de l'Inde à mes 20 ans. Et j'ai toujours aidé en humanitaire, et là ce qui m'intéressait pour rentrer à EDS il y a 3 ans, c'était faire de l'humanitaire à 2, parce que j'en ai toujours fait toute seule. Et là je me suis dit non, maintenant cette fois-ci j'en ai marre de faire ça toute seule, j'ai envie de faire ça avec mon chéri. Voilà, donc du coup on est venus tous les deux dans l'association. Voilà, l'histoire. Alors, brèvement, l'énéagramme c'est un outil qui existe depuis très longtemps, c'est ancestral. Et c'était même des moines qui l'utilisaient à l'époque, et qui l'utilisaient dans les monastères. Et c'était des 7 péchés capitaux. Et puis c'est devenu 9 types de personnalités. Mais grâce à ça, dans les monastères, ils travaillaient sur leur personnalité et sur leurs péchés, pour pouvoir s'améliorer. Donc transformer leurs vices en vertus. D'accord? Alors, il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés, qui ont développé cet outil. Entre autres cet homme, Gurdjieff. Alors lui, ce qui était intéressant, c'est quand il parlait de la liberté intérieure. Et donc il faisait par exemple danser des gens, et sur les Champs-Élysées à Paris, il y avait des gens qui dansaient mais qui faisaient que des trucs très statiques, enfin tout le monde pareil. Et alors les journalistes disaient mais c'est pas des danseurs, c'est des soldats, etc. Et Gurdjieff disait c'est pas grave, ce qui est important, ils sont libres à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ils pouvaient faire tout pareil, mais à l'intérieur, ils avaient leur liberté intérieure. Et c'est travailler l'énéagramme, c'est travailler sa liberté intérieure, c'est travailler qui je suis au plus profondément de moi. Indépendamment de tout ce que j'ai pu recevoir comme éducation. Parce que, autre chose qui est très important pour vous, un enfant, il a besoin de cette éducation. Même si je vous dis qu'à 25 ans, il a la maturité. Avant, un enfant qui est dans la rue, qui n'a pas de parents, il n'a pas de structure, il n'a pas de repères. C'est pour ça que vous avez autant de problèmes avec les enfants que vous récoltez en fonction de l'âge auquel ils ont, parce qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de structure. Et un enfant a besoin de ça. Même si à 25 ans, il a le droit de revenir, il faut qu'il revienne à sa nature profonde. Pendant son enfance, et jusqu'à l'âge de 25 ans, il a besoin d'être structuré. Il a besoin qu'on lui dise à droite, à gauche, c'est comme ça, c'est pas comme ça, etc. Et évidemment, en fonction de l'environnement dans lequel il sera, il aura une structure différente, parce que les parents ne vont pas enseigner la même chose. Mais c'est important, donc même si c'est une éducation comme ça, la religion comme ça, etc., ça lui donne des repères. Un enfant qui n'a pas de repères, il est paumé. Et c'est pour ça qu'il y a autant après de problèmes psychiques, psychologiques plus tard, parce qu'il ne sait pas, il n'a pas de référence. Alors, après, on a eu, je vais passer assez vite l'historique, donc on a eu une Chazot aussi qui s'est intéressée à l'énéagramme.
Et puis il y a ce vieux monsieur avec qui j'ai été formée aussi, Claudio Naranjo, qui vient de mourir il y a un mois là. C'est un monsieur qui s'est vraiment passionné sur cet outil de l'énéagramme, qui a écrit énormément de livres et qui a énormément développé cet outil qui est absolument passionnant. Et puis il y a eu toutes ces personnes, Hélène Palmer a écrit des livres aussi, tous ils ont écrit des livres. Moi j'ai été inspirée par cette femme et par Éric Salmon, avec qui j'ai travaillé. Donc des gens qui sont très très forts en énéagramme. Éric Salmon, il a été il était banquier, il était ostéopathe et banquier, il est parti aux États-Unis, il s'est formé là-bas, il est revenu, il a complètement changé sa vie. Il ne fait que former à l'énéagramme aujourd'hui. Alors, ça parle donc de 9 branches qui représentent 9 types de personnalités. D'accord ? Donc l'important, ça va être de retrouver son essence, retrouver qui on est à la base. Alors, vous voyez, en grec, aîné, 9, grammes, mesuré. Donc modèle de la structure de la personne. Donc 9 structurations de la personnalité, ça veut dire que 9 façons de voir le monde. C'est un outil, hein. Il y a plein d'autres outils qui existent, qui vont développer d'autres façons de voir la vie et la personnalité, mais l'énéagramme, c'est à partir de 9 façons, 9 types de personnalités, 9 façons d'appréhender le monde, d'accord ? Et vous allez voir que c'est très très différent. Donc on va avoir ces 9 points de l'énéagramme, hein. Donc 9 forces qui portent un nom. Et après, je vais vous expliquer tous les rouages, comment ça fonctionne. Ça va pour l'instant ? Ok. Donc vous voyez ce que je vous disais, l'enfant naît nature, en contact avec son essence, d'accord ? Et puis, au fur et à mesure, il va développer des mécanismes de protection, des mécanismes de défense. D'accord ? C'est clair ? Alors, ça me égale. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est comme si je me dis, je vois comme ça le monde, et que tout le monde voit comme ça, et bien tout ça, en fait, je ne vois pas comment les autres voient le monde. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent, bah, moi c'est comme ça, et puis voilà, et puis je ne comprends pas pourquoi lui il ne voit pas comme ça. Bah non, il ne voit pas comme ça parce qu'il n'a pas mon type de personnalité, donc il ne peut pas voir comme ça. Et donc si je vois que comme ça, ben, je suis bornée à voir que comme ça le monde. C'est pas beaucoup quoi. Hein. C'est comme un camembert, je vois mon prisme comme ça. Et je crois que bah, c'est moi qui ai raison parce que je vois comme ça et que tout le monde doit voir comme ça. Mais non, en fait je vois comme ça, mais tous les autres ils voient autrement. Il va peut-être falloir que j'apprenne à voir comment les autres voient, si j'ai envie de m'entendre avec les autres, si j'ai envie de communiquer avec les autres, et si j'ai envie de les rencontrer vraiment et de les aider. Sinon, bah, je vais rester comme ça, voilà, toute ma vie. Mais il y a plein de gens qui restent comme ça toute leur vie. À 90 ans, ils meurent et voilà, ils voient comme ça, et puis c'est comme ça, et puis c'est autrement. C'est plein, hein. C'est beaucoup de la population. Hein, parce que le développement personnel, il y a plein de gens qui ne font pas de développement personnel de leur vie. Hein. Alors, donc ça peut vous aider dans plein de choses, dans votre famille, dans les enfants, pour vous beaucoup avec les enfants, mais pour travailler entre vous aussi. Hein, pour voir dans vos équipes qui y a, comment vous fonctionnez. Pour mieux vous aider aussi mutuellement. Pour vous dire, mais attends, celle-là, elle m'énerve, franchement, je comprends rien, pourquoi elle est comme ça, machin. Et vous allez comprendre pourquoi elle est comme ça. Ou pourquoi ça vous énerve. Comment vous pouvez l'aider ou mieux rencontrer la personne. D'accord ? Le but, c'est que donc, ça, vous allez pouvoir le retrouver, puisque ça a été traduit, on a fait traduire en malgache exprès, donc vous l'avez en malgache, pour vos foyers. Mais là, vous pouvez le lire en français. Et vous allez le lire. Si vous n'en avez qu'un pour deux, ben, vous essayez de le lire comme vous pouvez. Et vous essayez de voir dedans quel est le profil qui vous ressemblerait le plus quand vous étiez jeune et le profil qui vous ressemble le plus aujourd'hui. On commence là, par toi.
Alors attends, vous me rappelez à chaque fois tout mon prénom. Claudio. Claudio, ça c'est ça. Alors toi, tu te vois où? Non, pas dans celui-là. Je veux dans les portraits, là-dedans. Lequel tu te vois? Montre-moi. Dans lequel profil? C'est lequel? Dis-moi la première phrase. J'ai une imagination fertile. D'accord. C'est dans celui-là que tu te vois? Oui. Pourquoi? En fait, moi, j'ai une personne qui tient ses promesses. Oui. Et ensuite, moi aussi, j'ai pressenti d'éviter quelques... Des dangers? Oui. D'accord, ok. Alors on va mettre, moi je vais mettre autre chose comme chiffre, mais t'inquiète pas, je sais ce que j'écris. D'accord. C'était comme tu te vois comme ça quand tu étais jeune et maintenant. D'accord. Ok, à toi. Ouais, Maëf. Alors attends, comment tu écris déjà? M-A-H-E-F-A. Maëfa. Tu te vois dans lequel? C'est dans le... Montre-moi, là. C'est quelque... dis-moi la première phrase. Je qui finirai. Comme quelqu'un d'analytique. D'accord, donc tu te sens très calme à analyser les choses, à... D'accord. Observer, ok. Après, Claude Claude. et pareil pour Maïf. Tu ressens lequel? Ici. Celui-là, pareil? Tu te Ouais. ressentirais dans celui-là aussi? Oui. D'accord. Après, vas-y. Mec. Mec, oui. Tu te ressentirais dans lequel? Je suis très sensible aux sentiments. Les autres? Voilà. Vas-y, dis-moi la première phrase. Je suis très sensible aux sentiments des autres. Je peux voir. D'accord, donc tu as toujours, t'aimes bien répondre aux besoins des autres, être au service des autres, c'est toujours toi qui rends service? Et parfois, c'est un peu difficile de dire non. D'accord. T-I-N-E. T-I-N-E. N-A. N-A. Tina. Je suis très sensible aussi aux sentiments. Comme lui. Comme Nick. D'accord. Après. Alors attends, toi je sais jamais écrire ton prénom. A-N. A. N. L. N. N. T. O. H. E. R. Ok. Toi tu te vois où? Je vois, je suis quelqu'un de sensible et j'ai une grande intensité des sentiments. D'accord. Donc tu es plutôt un peu mélo. Est-ce que tu as des émotions qui montent, qui descendent? C'est pas toujours pour toi? D'accord. Ok. Loba. Ça, je vais m'en souvenir. Je suis personne optimiste. Optimiste. T'aimes bien, t'es plutôt enthousiaste, toujours. Tu vois la vie toujours du bon côté, t'es toujours assez très active, très joyeuse. Toujours joyeuse. Toujours joyeuse, ok. Alice, Alice, tu te vois dans lequel? A2. Vas-y, dis-moi. La première phrase. La première phrase, c'est la reconnaissance d'estime. Ah, tu aimes bien les choses bien faites, bien droites, bien, etc. Ok. Après. L-A. 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 La Lina. La laine. Je suis désolée, c'est pas des prénoms habituels pour moi. Alice, c'est facile pour moi. Ça va, Claude, mais il y en a, je sais pas. Il faut que je m'y habitue, la Léna. Pourtant, je t'ai eu en Skype, mais bon, je n'ai pas tous les jours non plus. Donc, alors, toi?
CV5. Ça serait quoi la phrase? Je suis fortement motivée par le fait D'accord. C'est important quand tu étais jeune d'être toujours la meilleure, d'avoir des bonnes notes, de donner une bonne image de toi, qu'on te valorise. C'est important pour toi ça? Ouais. T'aimes bien la compétition? Oui. Ouais. D'accord. Là, peut-être que c'est un peu spécial car Pourquoi? avant, quand j'étais jeune, j'ai 2 caractères, 9 et 1 Attends, on va voir. 15 ans. Et actuellement, c'est 2 et 5. Alors, oula, ça fait beaucoup tout ça. Car une partie, Alors attends, c'est au début, quand tu étais jeune, c'était quoi? 9. Alors c'est quoi la première phrase? 9, c'est je suis quelqu'un de sensible. D'accord. J'ai une grande Ok, d'accord. Ouais. Et après? Et l'autre? 4, c'est quoi? Quand j'étais jeune, 4, c'est... je suis très sensible aux sentiments des D'accord. autres. Ok, donc ça c'était jeune. Ok. Et maintenant? Actuellement, c'est 2 et 5. Ah, vas-y, 2, c'est quoi? 2, Je suis optimiste et tout ça. j'ai la correction. Ah, d'accord, ok, ouais. Oui. Et l'autre? Et 5, c'est je suis fortement motivée. D'accord. Eh ben, bah voyons. 4. Dis mieux. Parce que c'est elle qui dirige, c'est pour ça, elle se voit 3, 4. Profil. Bon, à toi. Alors, toi c'est A, H, A, H, A. Alors, ça serait quoi? Quand j'étais jeune, j'étais sur la 1. D'accord. Et après? Et actuellement, je me sens, plus je vieillis, je change en 2. En 2? Oui. C'est quoi la correction? Une correction en face. Ok. Oui. Pour moi, quand j'étais petite, c'est 4. 4? C'est quoi 4? Je suis très sensible. D'accord. Maintenant, c'est 2. 2. J'ai la correction en haute estime. La correction en estime. Fais là. F. F-E. L-A-N-A. L. C'est là. C'est Lana. Je pense que je suis G. Dans ma jeunesse, je suis 9. Je suis quelqu'un de sensible. D'accord. Et maintenant, je crois que j'ai encore un peu 9, mais je pense que je suis aussi dans le 4. C'est quoi 4? Je suis très sensible aux sentiments des autres. Ok. Inasua. D-I-N-A-S-O-A. Dans ma jeunesse, c'était le 5. Vas-y, 5, première phrase, c'est quoi? Je suis fortement motivée par le fait d'être le meilleur dans tout ce que je fais. Mais là, maintenant, en devenant mature, le 2 et le 4. Alors le 2, ok. Et le 4, c'est quoi déjà? Le 4, c'était je suis très sensible aux sentiments des autres. Ok. Le 2 et le 4. Sous, c'est beau. Pour moi, quand j'étais jeune, je sens que je suis dans le 4. Quand tu étais jeune, je suis très sensible. Et maintenant, D'accord. et maintenant à l'âge adulte, je sens que Ça serait quoi? c'est toujours le 4. Toujours pareil, ok. Romain, Romain? donc parce que là actuellement je suis encore jeune. 8, Je c'est suis quoi? quelqu'un d'optimiste qui aime entreprendre et d'accord, réfléchir. ok. Jules, c'est une
imagination fertile, surtout sur cette. D'accord. Ok. Maintenant, vous prenez la grille violette et vous regardez, vous me dites le chiffre dans lequel vous vous ressentez dans la grille violette. Vous faites la même chose. Ton chiffre 6. Tu vois 6, ok. Ok. Maëva 9. 9. Ok, Claude 9 aussi. Nek 7. Tina Quelquefois, oui. Quelquefois, oui. Quelquefois 5. Ok. Anto Eric 5. Lova 9. Alice 9. Lalena 6. Myrène C'est un qui domine. 1. D'accord. Anta 3. Myrina 3 aussi. Felana 1. 1. 9. J'hésite entre 9 et 6. Ok. Dina Soa 1 et 2. Zo 9. Romain 8, 3. 8 et 3. Et Jules 2. Ok. Alors, donc maintenant, je vais vous expliquer à quoi ça correspond, donc chaque profil, d'accord? Donc, je vais le faire à partir des cartes que vous aurez, donc en plus vous avez les jeux de cartes, puisque ça a été, le jeu de cartes je l'ai fait avec mon fils Damien, c'était en 2000, je sais plus, 15, 14, je sais plus. Donc c'est lui qui a dessiné toutes les cartes à l'époque. Je lui avais demandé s'il voulait faire, s'il voulait bien m'illustrer mes cartes. Et donc à l'époque il avait 20 ans. Et il m'avait dit oui, je veux bien faire ça pour toi, mais voilà, je veux faire ça comme un travail, quoi. J'ai pas très envie de regarder les personnalités, etc. Et puis comme il a dû faire les jeux de cartes, ça a été compliqué pour lui, il a été obligé de rentrer dans toutes les personnalités. Donc aujourd'hui à 25 ans, il me dit que ça lui sert bien et que maintenant il a intégré lui. Et ce qu'il ne voulait pas faire à 20 ans, dessiner et puis pas regarder les caractères, il l'a appris en fait. Donc ça lui sert bien. Alors, il y a plusieurs, ce qu'on appelle les centres. Centre instinctif, centre émotionnel, centre mental. D'accord? Donc on va voir type par type, d'accord, de personnalité. Et vous allez pouvoir comprendre à quoi ça correspond. Donc je vais tous vous les expliquer. Ok? Alors, ce qu'il faudrait peut-être, c'est que je mette ça de l'autre côté. Comme ça, je vais filmer les cartes en même temps. Ça, vous les aurez en même temps. On va mettre ça.
Comme ça. Ça va, c'est devant vous là, c'est bon? Hop. Alors, donc 3 centres d'intelligence, 3 centres d'intelligence, centre instinctif, centre émotionnel, centre mental. Ok? Alors, on va commencer par le centre émotionnel, 2, 3 et 4. Et je vais vous expliquer chaque profil, et après vous allez me dire si vous vous ressentez dedans. Donc, centre émotionnel, ça veut dire que ce type de personnalité, ce qui l'importe le plus, c'est les désirs, les besoins des autres, d'accord? Donc, il se préoccupe des relations aux autres. Donc, que ce soit l'altruiste, le battant ou le romantique, ils sont plutôt dans le centre d'intelligence émotionnelle, donc tout ce qui est relation, reconnaissance, image que les autres ont d'eux, et être en relation avec le sentiment d'exister. Ces 3 types de personnalités, voilà ce qui est important pour eux. Alors, on va commencer par l'altruiste. Donc Damien avait dessiné une petite infirmière, n'est-ce pas, qui est un peu masculine. Et on voit l'essentiel. Pour un altruiste, l'essentiel, c'est aimer, aider, et je suis indispensable. Donc ces cartes-là, vous les aurez, donc vous les aurez en main, parce que ça fait partie des petits jeux de cartes. Donc le plus important pour un altruiste, c'est rendre service aux autres. D'accord? C'est tout le temps être dans le besoin de l'autre, être utile. Donc, je vais chercher ce qui fait plaisir à l'autre dès le matin, je vais lui beurrer sa tartine, je vais m'occuper de lui, aller, ah bon, t'as besoin de déménager, je vais venir avec ma camionnette. C'est tous ceux qui vont s'occuper de leur patron, leur apporter leur petit jus d'orange, leur petit truc. Ils se rendent indispensables. L'altruiste, il a vraiment besoin de se valoriser et de jouer un rôle pour l'autre. Donc, ses capacités, ses forces, capacité d'amour, générosité, ces décisions sont prises en fonction des autres. Tout le temps, tu as besoin de ça, ok, je le fais, c'est pour toi, ok. Si vous demandez à un altruiste quel est ton besoin, il ne sait pas. Par contre, il sait très bien répondre quel est le besoin de l'autre. D'accord? En attention, que faire pour aider? On lui dit pour progresser qu'il doit reconnaître ses besoins, être un peu plus humble, et vivre la solitude parce que ce sont des gens qui détestent la solitude. Un altruiste, il a tout le temps besoin d'être avec les autres, même quand il rentre à la maison le soir, ils ont besoin d'être en communication. Donc soit il y a du monde chez lui, s'il n'y a pas de monde, il va sortir, ou alors il va être à la télé, il va aller téléphoner, il va faire des choses. Voilà. Et bon, on a fait le look qui est un peu... mais il aime plaire, altruiste. Les métiers, vous voyez, des métiers qui sont plutôt en contact avec les autres, comme infirmière, assistante de direction, hôtesse de l'air, assistante sociale, tout ce qui est hôtellerie, institutrice. Donc, en général, voilà, ce sont des métiers qu'on peut retrouver pour l'altruiste, mais ce sont vraiment des personnes qui sont dévouées aux autres, mais du coup qui sont un peu parfois aigris, parce que ça les énerve, parce qu'ils donnent beaucoup, et ils trouvent qu'on ne leur donne pas beaucoup. Mais seulement on ne leur a pas demandé de nous donner autant. Donc du coup ils sont très énervés, souvent ils disent oui non attends j'ai fait tout ça pour lui, j'ai fait ça, sauf qu'on ne lui avait pas demandé de faire tout ça. Mais il l'a fait gentiment, mais après en effet l'autre ne rend pas forcément l'appareil. Hein. J'avais un cas que je donne souvent, j'organise des petits Noëls avec mon association, donc je disais vous apportez chacun un petit cadeau d'1 euro ou 2 euros, enfin pour la France, hein, un petit truc. Et puis on échangera nos cadeaux. Voilà, chacun aura un petit cadeau, repartira avec un cadeau. Et à votre avis, l'altruiste, qu'est-ce qu'il a fait? La même pour le cadeau pour vous. Exactement. Peut-être que tu te reconnais dedans. Et ben voilà, et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a foutu le bazar parce que lui il est arrivé avec 10 cadeaux. Alors que les autres ils avaient pris un cadeau et lui il arrive avec 10 cadeaux. On lui a dit bah on n'a pas besoin de 10 cadeaux, on a dit un cadeau par personne. Et donc il avait choisi en plus des petits nounours. Des petits nounours qu'on met dans le sapin, comme ça les gens pensaient à lui, en mettant le petit nounours dans le sapin. Voilà. Donc il sait se rendre indispensable, utile à l'autre. Et si vous avez des enfants qui sont altruistes, c'est des enfants qui vont être souvent très généreux, qui vont donner aux autres, qui vont rendre service.
qui vont toujours, donc vous allez trouver qu'ils sont un peu toujours au devant et on va un peu les exploiter. Hein, c'est-à-dire que tu peux mettre la table, oui, mettre la table, tu peux acheter ça, tu peux faire ci, tu peux rendre service à ton copain, oui, d'accord, tu peux balayer, ok, d'accord, si ça rend service, etc. Ils vont être toujours au devant. Voilà. Donc c'est des enfants qui vont plutôt se rendre utiles parce qu'ils existent grâce à ça, et ils se disent on va m'aimer parce que je fais des belles choses, je rends service parce que je donne. D'accord? Donc voilà. Donc ces enfants-là, ils vont être plutôt tournés vers les autres. Ils n'aimeront pas être tout seuls. Ils aimeront bien travailler, être en équipe et puis rendre service. C'est pas compliqué pour eux parce que pour eux, du coup, ils se disent on va m'aimer grâce à ça. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui se sentent dans l'altruiste? Qui se sent dans l'altruiste? Un peu, c'est pas grave, vous avez le droit de dire un peu et puis on verra après. Qui? Moi. Toi, Jules, tu te sens un peu dedans. On va mettre d'autres couleurs pour voir. Ok. Oui, c'est ça. Qui d'autre? Alors, ça c'est là. Alors, on va remettre deux ici. Ok. Qui d'autre? Se mettrait un peu dedans. 4, 2, 1, 3, je sais pas. Tu peux te mettre un peu dans le 2 aussi? Non, mais c'est pas grave, on s'en fout de ça. On fait par rapport à ce que je dis là. Je sais pas. Non? Ok. Pas trop. Ok. Pour l'instant, on fait une approche rapide, hein, donc je ne vais pas vous expliquer le reste. On fera plus tard. Est-ce que, Ouais. est-ce que après on pourrait récupérer les diapos ou pas? Pas les diapos, mais vous aurez les cartes. Ah, les cartes. Vous avez tout sur les cartes. Vous avez les cartes? Ça c'est les cartes. Le battant. D'accord? Lui, le battant, qu'est-ce qu'il aime? C'est la réussite. Dès le matin, c'est je suis efficace, je réussis, je suis le meilleur. Donc, ça va être des personnes qui veulent gagner, qui s'y perdent une compétition, ils vont jeter la raquette de tennis par terre, ils vont casser, ça va les énerver, ils sont très mauvais perdants. Force, c'est la réussite, l'efficacité, répondre à des objectifs, je suis rentable, j'y vais, je fonce, ce sont des gens qui sont assez bosseurs, il faut gagner, donc ce sont les meilleurs commerciaux du monde. Ils savent vendre, ils vous vendront n'importe quoi, à partir du moment où ils gagnent, ils adorent ça, c'est des défis, c'est des jeux. Donc ils décident vite et ils ont besoin que ça soit rentable, on ne perd pas de temps, on y va, voilà. Attention, que faire pour être remarqué? Vous voyez, on a mis j'ai du succès, je gagne de l'argent, j'ai une belle voiture. C'est des gens qui aiment beaucoup bien s'habiller, ils sont toujours très propres sur eux. Vous verrez, si vous dites à un battant, tu as une tache là, en France c'est horrible. Je me souviens d'une personne comme ça qui disait qu'il était battant alors que tout le monde dans le groupe pensait qu'il n'était pas battant. Il avait une grosse tache là, et alors il y a quelqu'un qui lui dit t'as vu, mais t'as une grosse tache là, et alors il fait oui, et alors si ça avait été un battant, il aurait presque enlevé le pull, quoi. Ça aurait été juste horrible pour lui, il serait parti se changer, quoi. Donc le battant, il a besoin d'avoir une belle image, d'être bien habillé, il est toujours propre sur lui, etc. Donc que faire pour être remarqué? Vérité, authenticité, pourquoi? Parce que c'est des gens, comme ils ont gagné, ils sont prêts à faire un peu, même passer, ils sont un peu opportunistes, donc ils sont un peu comme ça quelquefois pour arriver à leur fin. Hein. Accepter leurs échecs, donc ils ont plutôt un look avec des marques de prestige. En Europe, en tout cas, ce sont des enfants dans les écoles de commerce qui ont besoin d'avoir le dernier blouson de marque, le truc, etc. Ici, ça peut être des enfants qui vont tout le temps vouloir chercher le petit habit qui est plus joli que l'autre, ou le truc de marque, ou la belle chaussure, ou qui sont toujours bien coiffés, qui auront important de bien se laver, voilà, ils n'aiment pas être pas bien sur eux. Hein. Donc, vous voyez, bon, mannequins, négociateurs, beaucoup de commerciaux, des entraîneurs, des gens dans l'immobilier, entrepreneurs, sportifs. Ils font très attention à leur corps aussi, souvent ils font beaucoup de sport et tout ça, ils aiment bien être bien sur eux. Est-ce qu'il y en a qui se sentent dans le 3? Jeunes, hein, même quand vous aviez 15 ans. Hein. Personne ne se sent battant ici? Je pense que c'est... En partie, ça peut être vrai pour moi, mais c'est Ouais. pas tout. On peut mettre un petit peu. Oui, parce que c'est pour la question commerce et tout, Ok. ça c'est pas moi. D'accord. Mais est-ce que c'était important pour toi d'avoir des beaux habits, des choses de marque? Pas très. Parce que celui-là, c'est indispensable. Non,
Non, je ne suis pas très exigeante sur là, mais je prends les habits dans lesquels je me sens mieux. Voilà. D'accord. C'est tout. Je ne vois pas les marques et tous les prix. Non, Ah, tu vois c'est pas ça. Ouais. Donc Mais ça, c'est pas plutôt important. Dans le côté réussite, voir toujours les objectifs, ça c'est moi, oui. Je suis D'accord. comme ça. Mais dans le côté commercial, pareil, c'est ça. Je veux être à l'aise là où je suis. C'est comme ça. Je veux faire les choses dans la réussite. Et voilà. D'accord. Ok. J'ai une question. Ouais. Est-ce que, en fait, déjà l'envie, peut être mesurée par exemple par exemple qui a envie mais qui n'a pas les moyens, par exemple. Ah oui, moi je voudrais voir des... Oui. C'est pas parce que, en effet, par rapport à... Il faut revoir par rapport à votre pays. Voilà. Mais tu as des gens qui peuvent être pauvres et battants, ça n'a rien à voir. Hein. Mais ils aimeraient bien, oui, ils aimeraient. Et s'ils pouvaient avoir le luxe, la belle voiture, tu vois, oui, ils n'ont pas les moyens, ça n'empêche pas. Tu pourrais te ressentir dedans? Et même, j'ai un monsieur comme ça, en France, il était au chômage, c'était un battant, donc un battant, le chômage pour lui c'est terrible, ça veut dire qu'il est en échec. Et un battant, il sait qu'il est aimé uniquement par rapport à sa réussite, d'accord? Donc s'il ne réussit plus, bah, il n'est plus rien du tout, ça veut dire qu'on ne peut plus l'aimer. Parce qu'il ne réussit plus, il n'a plus une belle maison, il ne peut plus s'acheter des trucs, il ne peut plus être beau, c'est fini, on ne peut plus l'aimer. Et bien ce monsieur, pendant 1 an, il a caché à toute sa famille qu'il était au chômage. Donc le matin, il s'habillait en costard, cravate, machin, il partait. Il déposait ses enfants, machin, sa femme et tout. Hop, il revenait à la maison, il se remettait en tenue normale. Et puis le soir, il repartait, et puis il revenait à la maison. Et ça a duré 1 an. Impossible pour lui d'aller dire à sa femme qu'il avait raté, qu'il avait perdu son boulot, etc. C'était juste pas possible. C'était à lui dire, je suis rien, quoi. Je suis plus néant du tout, j'intéresse plus personne. D'accord? Donc c'est très important. Pour eux, la réussite, tout ça, c'est très très important. Donc un enfant pour vous qui pourrait être battant, un petit enfant battant, soit il arrive à l'école et il va se battre, etc. Et il aimera bien être bien habillé, machin, et donc peut-être qu'il peut voler aussi parce qu'il va avoir envie d'être comme ça. Tout à fait. Comme il aura envie d'avoir des belles choses, il peut aller voler, rien que pour avoir les belles choses. Et s'il n'est pas en réussite à l'école, ben, il se sent vraiment nul. Hein. C'est la honte pour lui. Parce que s'il est en échec, c'est terrible. Un 3 en échec, c'est très très difficile. D'accord? Donc il va aimer combattre et être le meilleur en compétition. Donc ça c'est le battant. Alors, le romantique. Alors, romantique, vous voyez, on lui a même mis un petit cœur. C'est des gens qui sont très originaux. D'accord? Donc ils n'aiment pas tout ce qui est conventionnel. Et c'est des gens qui vont être des tout petits, des humeurs comme ça flotte. Donc je suis super bien, je suis super triste, je suis super heureux, je suis comme ça. Ils sont tout le temps comme ça. Donc ils ne savent pas pourquoi, ils rigolent, ils sont tristes, etc. Et petits, ils se sentent abandonnés. Ils se sentent, ça veut dire que comme ils sont différents des autres, ils sentent qu'on ne les aime pas pareil. Ils voient toujours ce qu'ils n'ont pas plutôt que ce qu'ils ont. Donc, ce sont des personnes, je suis différent, je suis sensible, je suis unique. C'est des gens, ils veulent être complètement différents des autres. Mais quelquefois, ils sont tellement différents des autres qu'ils se sentent mal regardés, ou pas aimés, ou abandonnés. J'avais eu un jeune comme ça qui était arrivé dans mon bureau. Et vous savez, vous n'avez peut-être pas ça, mais la mode gothique. Vous connaissez la mode gothique où tout le monde est en noir, tout noir, avec des tatouages noirs, tout noir, des crânes, voilà, gothique. Et alors, beaucoup de romantiques peuvent être dans l'extrême, dans des habits un peu extrêmes. Et donc, il était arrivé, il faisait 2 mètres de haut, et il avait les cheveux tout agominés, machin, il avait une grande cape noire comme Zorro. Et il est arrivé dans mon bureau et il m'a fait peur, hein, franchement. Et il avait 20 ans, il s'assoit et tout, puis il me dit, moi j'ai pas beaucoup de copains. Alors je lui dis, oui, mais bon, t'as vu aussi ta différence, ça fait un peu peur, quoi. Et il me fait, ah oui, mais moi je veux rester comme ça, c'est moi, je suis très différent, etc. Je dis, oui, mais accepte ta différence. Dans ces cas-là, ça veut dire que peut-être tu auras du mal à te faire des amis, etc. Mais
Ils vont aimer ça. Et ils vont vous raconter plein de choses avec beaucoup d'émotions. Ils sont extrêmement sensibles. Peut être, quand ils vont vous raconter un truc qui vous paraît banal, ils vont vous le raconter avec plein de trucs, comme une tragédie, comme une pièce de théâtre, avec plein de machins. Donc un enfant, donc ils sont très créatifs, beaucoup dans l'artistique. Hein. Ils sont décorateurs, vous voyez, modélistes, peintres, musiciens, acteurs, paysagistes, artisans. C'est des gens qui vont créer, qui sont excellents là-dedans. Ça peut être dans les bijoux, ça peut être, ils font du théâtre, ils sont excellents dans tout ça. Beaucoup de créativité, sens artistique, le beau, tout ce qui est beau, esthétique. Et c'est leur état d'âme qui vont déterminer leur émotion. Donc ils sont bien, ils sont pas bien, ils sont tristes, ils sont... Voilà. Et ça va être des enfants que vous pouvez trouver un peu seuls. Ils peuvent s'isoler parce qu'ils trouvent que personne ne les comprend. Ils se sentent incompris et abandonnés. Donc en plus, par rapport à ce qu'ils ont vécu chez vous, hein, si c'est un romantique, ça va être décuplé. Un enfant romantique qui en plus a été abandonné par ses parents, c'est énorme. Hein, c'est waouh. Pour de bon, il le vit pour de bon l'abandon. Alors là, c'est costaud. Hein. Donc leur force, leur progrès, c'est d'être d'égale humeur, d'accepter la banalité. Donc c'est des enfants qui peuvent être habillés, ils aiment bien être très différents des autres. Hein. Et ils vont avoir des humeurs comme ça, ils vont être tristes, vous n'allez pas comprendre pourquoi ils sont tout tristes, ils sont mélos. Vous les regardez, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi tu pleures? Il ne sait pas, mais il n'est pas bien, il est triste, voilà, il a des états d'âme, ils n'expliquent pas forcément ce qui leur arrive, mais ils ont plein d'émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, donc ce sont des personnes qu'il faut beaucoup écouter. C'est des enfants qu'il va falloir beaucoup écouter. Si vous les réprimez, c'est pas bon. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient en thérapie et qui est romantique, je vais le laisser sur une séance d'1 heure, quasiment pendant 3/4 d'heure, il va parler et je ne vais rien dire. Il va me dire, oh là là, il s'est passé ça, truc, machin, si je commence à lui dire, oui, bon, c'est pas grave, je sais pas quoi, alors là, c'est foutu. Il faut que je dise, ah oui, je comprends, ah oui, ah oui, c'est dur, ça. Je vais être dans la compréhension, je vais me mettre à sa portée, je vais l'écouter et après je vais pouvoir lui dire, une fois qu'il aura bien déballé tout son machin, qu'il se sera senti compris, après je vais lui dire, oui, alors si on regardait les choses d'une façon un peu différente, d'un autre angle, etc. Et là je vais le remettre dans la réalité et là il va accepter. Mais si dès les 5 premières minutes je le mets dans la réalité, il va me tuer. Hein. Il va pas revenir me voir. Il va se dire, oh là, je ne comprends pas du tout celle-là. Mort, c'est mort. Donc un enfant qui est romantique, il va falloir doublement l'écouter et prendre le temps de ça. Parce que de toute façon, il va se dire, celle-là, elle ne va pas me comprendre. Donc de toute façon, à la base, il se dit que vous n'allez pas le comprendre. Donc, si vous commencez à le raisonner, alors là, c'est encore pire. Pire de pire. C'est futur. Donc il va falloir l'écouter, lui dire, ah bon, ah, c'est ça que tu ressens. Ah, mais même si vous ne ressentez rien du tout ce qu'il vous dit, c'est pas grave. C'est important. Il dit, oh là là, c'est triste, oh là là, oh oui, je comprends. Et quand il va se dire, ah, peut-être quand même, il peut comprendre un petit peu celle-là, il va peut-être pouvoir déballer un peu plus loin. Mais sinon, même pas en va. Qui se sent dans le romantique? Même jeune? Les nains? Ok. Dites-vous bien qu'il n'y a pas un portrait mieux que l'autre, alors vous pouvez y aller, hein, c'est pas... Qui d'autre pourrait se ressentir dans celui-là? Toi, un petit peu? Alors, toi, c'est Anthony. Ok. Qui d'autre? Non. Alors, donc maintenant, on va faire 5, 6, 7. Ok? Donc 5, 6, 7, là c'est le mental. Donc le centre mental, c'est le lieu du raisonnement, des décisions, des choix. Donc eux, ils ne vont pas faire marcher le monde émotionnel, ils vont faire plutôt marcher le monde cérébral. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas d'émotion. Hein. Mais en priorité, ils vont plutôt être dans l'analyse, la réflexion, et faire intervenir ça va tourner là-haut tout le temps. D'abord, ça va passer par l'analyse, le raisonnement. D'accord? Alors,
On va prendre l'observateur. Alors l'observateur, vous voyez, on l'a fait comme une petite biologiste, là, une petite laborantine. Alors l'observateur, c'est je sais, je comprends. Okay, donc c'est une personne qui va être dans le mental, qui va sans arrêt réfléchir. Je sais, je comprends, donc mes forces, connaissances intellectuelles, c'est des gens qui vont amasser des connaissances tout le temps, depuis tout petit. Conceptualisation, objectivité, hein, parce que c'est des personnes, si vous leur demandez la vérité, si vous avez dans votre foyer quelqu'un qui a fait une bêtise, vous pouvez demander à un petit observateur, l'observateur vous dira toujours synthétiquement ce qui s'est passé. Il ne va pas l'enjoliver, il va pas. Si vous demandez à un romantique, alors là, il va vous remettre des milliers de détails dont vous n'avez pas besoin. D'accord? Et il s'est passé ça, et là, vous avez la pièce de théâtre qui se déroule devant vous. Donc ça, vous en avez pour des plombs. Par contre, vous demandez à un observateur, ça va être il s'est passé ça, à telle heure, trac, trac, trac. Bon, ça. Terminé. Objectif. Et la vérité, il enjolive rien du tout. D'accord? Donc lui, voilà, il conceptualise, c'est très important. Ce qui peut me permettre d'observer et d'éviter l'intrusion, parce que ce sont des personnes qui aiment bien être dans leur bulle et aiment bien être dans leur petit monde intérieur, et ils n'ont pas envie qu'on vienne les déranger. Donc souvent, vous me dites, ah, j'ai un enfant, il ne parle pas, il est dans son coin, il est toujours dans sa bulle, machin, etc. Oui, parce que les petits observateurs, eh ben, ils n'aiment pas le groupe, ça les gonfle. Donc je ne vous raconte pas un petit observateur qui vit dans un foyer avec 17 personnes. Et la proximité d'un petit dortoir pour un observateur, c'est très 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 difficile. Voilà. Donc pour lui, c'est très difficile à vivre. Autant un altruiste, il va adorer, autant un observateur vit dans un petit dortoir avec je ne sais pas combien de personnes. Lui qui a besoin de son petit calme, son petit truc tranquille, etc., son petit coin. D'accord? Un observateur, quand vous le mettez en formation, il va se mettre dans un petit coin le plus isolé. Si vous le mettez dans un centre d'appel, dans un call center, et que vous le mettez au plein centre de la truc, il va démissionner. Hein. Et c'est pas possible. Il ne peut pas, lui, il préfère qu'on ne le regarde pas, passer sous le... Et surtout être le moins visible possible pour lui foutre la paix. J'analyse, je décortique, je machin dans ma tête et foutez-moi la paix. Voilà. C'est un peu ça, l'observateur. Donc, souvent, les parents en France, ils me les amènent, ils me disent « Oh là là, mon enfant, il est dépressif. » Il n'est pas dépressif. Il a besoin d'être tout seul. C'est celui qui a le plus besoin d'être seul. Tranquille, qu'on lui foute la paix. Sauf que pour les gens, ils se disent « Oh là là, mais c'est bizarre, il a l'air d'être vraiment triste, tu vois, triste. Il voit personne, il n'a pas de petits copains, il ne va pas avec les autres. » C'est pas ça, c'est qu'il n'a pas envie. D'accord? Il ne faut pas... Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'aider un peu à le faire, parce que dans le monde, on est quand même obligé d'aller un peu vers les autres. Donc c'est important. Mais ce sont des enfants qui ne vont pas avoir envie d'être sans arrêt avec les autres. Donc là, déjà, dans la maison, il est tout le temps avec les autres. Donc, quand il est en cours de récré ou ailleurs, de temps en temps, il aura envie d'être dans sa bulle, dans son coin, et qu'on lui foute la paix. Et il faut le laisser. Parce que c'est pas qu'il est malheureux, c'est qu'il a envie de sa bulle. Parce que déjà, dans la maison, il est avec tout le monde. Donc c'est bon. Donc si je peux être un peu tout seul de temps en temps, eh ben c'est bien. Voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. C'est pour ça qu'il faut que Si vous voyez un altruiste qui est tout seul dans son coin, là, on se dit, il a un problème. Il a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Un observateur tout seul dans son coin, c'est normal. C'est normal. C'est pas grave. C'est pas qu'il est malade. Okay? Par contre, l'altruiste, c'est qu'il faut s'en occuper s'il est tout seul dans son coin. Voilà ce qui peut permettre d'observer les altruistes. Donc, accepter les émotions. Pourquoi? Parce que l'observateur, il a beaucoup de mal à se connecter à ses émotions. Donc, on a l'impression qu'il est froid, qu'il est distant, qu'il ne partage pas. C'est pas ça, mais il ressent au fond de lui, mais il ne sait pas exprimer ça. Contrairement au romantique qui va bout, lui, pas du tout, il est... Voilà. Et dès qu'il y a un choc, dès qu'il y a n'importe un problème familial, un décès ou je ne sais pas quoi, il va se renfermer dans sa bulle. Donc un observateur, il va souvent se mettre dans sa forteresse, et tout seul dans son coin, et il n'aime pas qu'on vienne l'intrusion, c'est très difficile pour lui. Donc ça va être difficile de le faire parler, lui dire qu'est-ce que tu ressens. Bien grand mot, qu'est-ce que je ressens, je ne sais pas.
Je sais pas, j'ai surtout pas envie de savoir. Parce que qu'est-ce que je vais faire de ça? Oh là là, si je change, je suis triste, qu'est-ce que je vais faire de ma tristesse? Donc je ne ressens pas. Voilà, comme ça, c'est mieux, je barricade l'affaire, je sens pas, et comme ça, tout va bien. D'accord? Mais c'est peut-être quelqu'un aussi qu'on devrait aller vers lui, parce que Oui. là, il ne pense pas que... Il faut aller vers lui, mais doucement. Hein. Ils n'aiment pas être touchés. Donc déjà, si vous commencez à dire un petit câlin. Non, 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 pas câlin. Pas du tout câlin, je ne veux pas câlin. Non, non, non. Moi, mon fils, il a fait 4, vous avez bien, c'est un observateur. Ben, c'était mon premier enfant, je peux vous assurer, quand je le mettais chez la nounou et tout ça, il ne me faisait même pas revoir. Hein. C'était un peu frustrant, même pas de bisous, pas de câlins, rien. Je me disais, oh là là, ben, si c'est ça les enfants, c'est pas marrant. Hein. Et ben non, c'était normal. Voilà. Donc même maintenant, il est grand, il a 25 ans, mais souvent, quelquefois, je ne l'ai pas vu depuis 6 mois, et quand il arrive, il me fait juste, il me tord le genou comme ça. Et bon, une fois j'ai eu le droit, il était parti au Canada et je l'avais pas vu depuis vraiment très longtemps, et là il m'a attendu au métro, et là il m'a pris dans les bras, là je me suis dit, ouh, waouh! Waouh, celui-là je m'en retiens, le canard avec mon fils là dans les bras, ouh, super. Mais c'est pas très souvent, voilà. Ils aiment pas ça et il faut pas les embêter avec ça. Vous avez des questions? D'accord? Donc c'est important, donc un petit enfant qui est comme ça, il ne faut pas le bousculer, parce que plus vous allez le pousser à vouloir des trucs de lui, plus il va se renfermer et vous allez faire l'inverse. Donc on peut aller le chercher, mais doucement. Parce qu'en plus, il ne saura pas exprimer. Il ne saura pas dire. Voilà. Il faut faire attention. Voilà, des écrivains, des inventeurs, philosophes, informaticiens. Beaucoup d'informaticiens sont observateurs. Ils sont dans leur truc, derrière leur ordinateur, ils sont bien planqués derrière leur ordi, tout va bien. On me fout la paix derrière mon ordi, tranquille. Ils jouent en réseau, ils adorent ça. Hein. Les observateurs, ils peuvent avoir des copains à l'autre bout du monde, ils ne voient pas, tranquille. J'appuie sur le bouton, coucou t'es là, j'appuie sur le bouton, coucou t'es plus là. C'est génial, ça ne dérange personne. Voilà. Et ils se font des amis comme ça. Moi, mon fils, il s'est fait plein de copains par réseau comme ça, je sais pas où. Puis au bout de 3 ans, 4 ans, il disait, ah tiens, un tel que j'ai connu par internet il y a 4 ans, tiens, il vient en France, je vais peut-être le rencontrer. Ah, super. Et ils se parlaient tous les jours. Et tous les jours, ils se connaissaient mieux qu'un copain. Hein. Tu es presque, tu t'es lavé les dents, t'es allé aux toilettes. Ouais, quitte pas, je vais aux toilettes. Oh, je reviens avec mon casque. Mais ils se connaissent pas, ils se sont jamais vus. Voilà. C'est pratique hein, pour l'observateur, c'est super. J'appuie, t'es là, j'appuie, t'es plus là. Parce que quelqu'un, c'est pesant. Donc quand l'autre est là trop longtemps, j'ai des trucs à faire. Bon, est-ce qu'il y en a qui se ressentent dans celui-là? Observateur. Mais non, mais C'est Claude. Alors, est-ce qu'il y en a? Mais même la façon dont je vous dis les portraits, il n'y a pas de meilleur que d'autres, d'accord? Vous allez voir après que chacun a ses problèmes et ses difficultés et ses... Est-ce qu'il y en a qui se ressentent dedans? Plus personne là, maintenant, de la façon dont je l'ai décrit, il n'y a plus personne. Vous allez voir, je vais vous saquer les autres alors. Vous allez voir personne qui se retrouvera nulle part. Bon, alors, ensuite, le loyal. Alors, le loyal, c'est quelqu'un qui a peur du danger, donc il va toujours anticiper tout ce qui peut lui arriver. Hein, donc il va regarder, il va être très méfiant, il ne va pas vous faire confiance facilement. Donc ce sont des personnes qui vont être très exigeantes, qui ont peur qu'on les trompe, qui ont peur aussi qu'on leur dise donc pas la vérité, et qui ont peur du monde. Donc, quand vous me racontez que vos petits-enfants, souvent ils ont peur du monde, ils ont peur, etc. Si c'est un loyal, alors là il en a encore plus peur, surtout s'il a été abandonné jeune. Il se dit, oh là là, le monde il est dangereux, quelle horreur. Donc j'ai surtout pas envie de retourner dans ce monde, qui est dangereux, perçu comme difficile. D'accord ? Donc lui, il va même s'inventer des dangers. C'est-à-dire que si vous lui demandez, bon vous ne le faites pas trop, mais si on demande en Europe, je demande à quelqu'un est-ce qu'il aime prendre l'avion, la plupart de ceux-là, ils détestent prendre l'avion, ils ont peur que l'avion se scratche dans la flotte. Donc ils voient tous les dangers possibles. Voilà, la voiture, le pneu qui va péter, le truc, machin, il y a ça qui va arriver, etc. Ils anticipent tout, comme ça si ça arrive, je suis blindée. Donc le 6, c'est bien si vous avez mal à la tête et que vous allez voir un 6, il a toujours le cachet dans le sac, il a un petit pansement,
Puis après, il anticipe les dangers, donc c'est pratique hein, d'avoir quelqu'un comme ça à côté de vous, il a tous les trucs. Il a toujours le machin, il a toujours tout bien prévu. Et donc, grâce à ces défis, ces peurs, eh bien, il avance en fait. Souvent, il dit qu'il a peur au ventre. Et souvent, il somatise les six. Ils vont vous dire voilà, j'ai la boule au ventre, j'ai mal là, j'ai. Voilà. Et c'est réel. En fait, ils se sentent avec une boule au ventre ou ils se sentent avec du stress dans le corps. Alors, les métiers, vous voyez, pompiers, bah oui, ils font des défis par rapport à leur peur. Secrétariat général, trader, auditeur, tout ceux la bourse, tout ça ils aiment bien. Acheteur, assurance vie, bah oui, comme ça ils anticipent la mort des autres. Chef de projet, ce sont des personnes qui aiment la loyauté, donc qui n'aiment pas qu'on les trahisse. Si on les trahit, c'est foutu, c'est terminé, on n'est plus leur copain. Est-ce qu'il y en a qui se ressentent dans celui-là? Ah, ça m'aide. Qui d'autre se sentirait dans celui-là? Je vais vous poser une question. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui s'inquiète tout le temps, est-ce qu'on peut le dire dans ce domaine-là? Oui, c'est possible. Peureuse, oui. Oui. S'inquiète. Oui. Ce profil-là s'inquiète tout le temps. Il est tout le temps angoissé. Il doute tout le temps de ce qu'il va décider ou pas, si c'est bien, si c'est pas bien. Et il est très angoissé de la vie, de ce qui pourrait arriver, des dangers pour les autres. Ou si vous lui dites, je sais pas, c'est par exemple la mère qui est comme ça, et puis son enfant lui dit, ah j'ai réussi mon concours, j'ai une super note, et la mère elle va dire, ah bon t'es sûr, mais pourquoi, et les autres ils ont eu combien, etc. Toujours voir, anticiper le pire, voir qu'est-ce qu'il y aurait de pire, pour être sûr qu'on a bien la vérité. Ok. Merci. Toi aussi. Ok. C'est des personnes qui s'inquiètent beaucoup, qui ont en effet peur qu'on les... Mais peur de la vie aussi, hein, peur de... Ils sont méfiants, ils ne font pas facilement confiance aux autres. Ils sont très bosseurs en général. Ils aiment que les choses soient droites et ils regardent le plus, le moins. Ils font des tableaux, ça c'est bien, ça c'est moins, ça c'est plus, comme ça ils analysent les choses. C'est pour ça que c'est des bons auditeurs aussi parce qu'ils voient tout de suite la faille. Si vous leur montrez un contrat d'assurance, eux ils vont tout de suite regarder, dis donc le petit alinéa là on va te tromper, machin, super. Au moins ils anticipent le danger que vous n'avez pas vu. Donc les enfants qui sont comme ça, ils vont être assez inquiets, beaucoup plus que d'autres. Inquiets de ne pas réussir à l'école, inquiets d'avoir une mauvaise note, inquiets de ne pas savoir leur leçon, inquiets de plein de choses, inquiets de ce qui se passe dans la vie, dans la rue, de ce qu'ils vont faire plus tard. Ils sont inquiets, ils doutent aussi d'eux-mêmes, ils ont du mal à avoir confiance en eux, donc ils ont la trouille. L'inverse. Alors lui, c'est totalement l'inverse, il a peur de rien. Donc l'épicurien, il a peur de rien, et lui, il est fonceur, et au contraire, il va dans tous les sens. Ça bouge dans tous les sens. Donc il est très actif, très enjoué, très péchu, d'accord? Je suis heureux, optimiste, je suis agréable. Lui, il ne voit jamais les dangers, il s'en fout, il y va. À fond la caisse, d'accord? Et du coup, bon, souvent il est pas forcément fiable parce qu'il se disperse dans beaucoup de choses. Il aime aller à droite, à gauche, machin, faire des choix, c'est super dur. Donc choisir de se faire tel truc, c'est très dur. Donc il prend plein de choses. Donc par exemple, il va vous dire, vous lui dites tiens, je t'invite vendredi soir à dîner par exemple, et il va vous dire ah ouais, ok, bah écoute, je te dirai jeudi. Donc, l'épicurien, si on continue, voilà, donc ça c'est vachement important à savoir, c'est qu'il faut vous méfier des petits enfants épicuriens, d'accord? Donc des personnes qui peuvent faire de la formation, événementielle, pub, vendeurs, animation, ils peuvent aller dans les clubs med, les centres de loisirs, tout ça, ils adorent ça, animer, ils aiment beaucoup même jouer avec les enfants, tout ça, parce qu'ils ont un côté très enfant.
Donc ils sont très... ils sont toujours très jeunes. Donc on leur dit de respecter les priorités, s'engager réellement, parce qu'ils s'engagent et puis après ils ne font pas forcément, parce que comme il y a plein d'autres trucs qui les tentent, ils ne peuvent pas s'engager partout à la fois. Voilà, mais c'est des gens qui sont toujours marrants, sympas, en apparence comme ça, ils sont faciles. Est-ce qu'il y en a qui se voient dans ce profil? J'étais comme ça. Hein? Moi j'étais comme ça avant, en fait, c'était... D'accord. En fait, toutes les réflexions, tout ça, en fait, c'était par rapport au vécu. Ouais. J'étais pas très heureux à l'intérieur, mais après, c'est avec les sports, avec les blagues et tout ça, j'étais comme ça. D'accord. Ouais. Ok. L'assistante aussi. Et Romain aussi. Attends, Romain. Tac. Alice. Elle n'est pas là, on va pas parler pour elle. Mais je parle pas pour ceux qui sont pas là. Donc on va attendre qu'ils soient là. Ils sont partis aux toilettes? Oui. Ça marche. Bon, on leur demandera après. Ok. Alors. Maintenant, on va faire 8, 9, 1. D'accord? Donc, là, c'est le centre instinctif. C'est-à-dire que ce sont des personnes, c'est plus la connexion, c'est le ventre, les tripes. D'accord? Donc, eux, ils sont concernés par leur espace, leur territoire. Hein, agir ou ne pas agir. Donc, on a vu le centre émotionnel 2, 3, 4, le centre mental 5, 6, 7, et maintenant, c'est le centre instinctif. D'accord? 8, 9, 1. Donc là, on a le chef. Le chef, donc ça, ce sont des personnes qui vont même, quand elles arrivent dans une pièce, énergétiquement, ça dégage de l'énergie. C'est-à-dire des personnes, on les voit, ils aiment diriger, ils aiment manager, ils aiment la justice, ils aiment commander, ils ont le sens du pouvoir. Hein, c'est des... Donc eux, ils sont très réactifs, très sanguins. Ça peut être des personnes assez colériques. Donc dans les enfants, ils ne sont pas contents, ils vont casser, ils vont jeter, ils vont vous dire des mots pas gentils, des mots verbalement. Ils vont avoir une agressivité verbale assez forte. Et ils vont aimer se défouler. Donc ce que je vous avais déjà dit il y a 1 an et demi, c'est que des enfants qui sont comme ça, énergétiquement, il faut absolument qu'ils se défoulent physiquement, parce que sinon ils vont se défouler verbalement et ils vont se défouler sur les petits copains. Donc j'avais dit pushing ball. Qu'est-ce qu'on a fait des pushing balls qu'on allait acheter? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont mis? On a mis avant, mais on a enlevé parce que là, il y avait le soleil. Ouais, ben faut trouver, mais voilà, ils ne sont pas achetés pour rien. Donc punching ball pour se défouler, je sais pas, vous les faites courir, il faut les épuiser physiquement, les chefs. Parce que s'ils ne sont pas épuisés physiquement, ils vont vous épuiser. C'est sur vous que ça va tomber. D'accord? Donc physiquement, quand vous voyez ça monte, l'agressivité monte, et tout d'un coup vous sentez que ça va... Qu'ils vont vous en mettre plein la pâtée, ils vont vous dire t'es méchante, je te déteste, t'es pas ma mère, t'es pas mon père, t'es pas truc, t'es pas machin, blablabla, ils vont vous en mettre plein, comme ça, jusque là. Vous allez me dire oh là là, ça me fatigue. Et ils vont vous dire des méchancetés, c'est pas qu'ils les pensent, mais sur le moment ils ont besoin de se défouler. Donc si vous les défoulez pas physiquement, ils se défoulent verbalement. Et vous allez, ils prennent la personne qui est en face pour se défouler. Donc ils peuvent être super méchants, même avec des petits copains. Hein, et quand ils sont défoulés, ah là, ils peuvent devenir doux comme des agneaux, mais il faut d'abord qu'ils aient bien défoulé leur stress, etc. Donc, et comme ils aiment bien se rebeller, quand vous allez leur dire blanc, ils vont vous dire noir. Quand vous allez leur dire oui, ils vont vous dire non. Donc, c'est des enfants qui sont très difficiles au niveau éducatif. J'ai une fille comme ça, d'accord. Quand elle était petite, elle me disait me touche pas, c'est mon corps, ça m'appartient. Elle avait 3 ans. J'irai me coucher quand je veux. Okay. Voilà, c'est des enfants, ils vous tiennent tête. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous les punissez, ils n'en ont rien à foutre. Ils vont vous punir, vous.
Après, donc ceux-là, il ne faut pas marcher comme ça. Ceux-là, il faut détourner le truc, détourner le trajet. Il ne faut pas aller en frontal, vous perdez, c'est sûr. Frontal, c'est mort. Parce qu'ils adorent ça. Ils vont vous épuiser. Vous serez épuisé avant eux. D'accord? Et ça, vous allez être hyper agréable. Vous allez être super chamboulé, énervé, vous n'allez pas dormir. Eux, ça va très bien. Hein. Eux, ils sont super contents, ils ont fait la guerre et tout. C'est génial. J'ai gagné le combat, j'ai épuisé l'autre, mais eux, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, il ne faut pas aller en frontal. Quand ils sont tout petits, ça peut être intéressant de les toucher. Vous les touchez, juste, vous ne parlez pas et vous touchez la tête, vous faites juste une caresse. Et c'est fait, il y a une espèce de truc électrique dans leur corps là qui rentre et tout d'un coup ça les rend un peu, ça fait une espèce de machin un peu tout mou quoi. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, mais d'ailleurs ils n'aiment pas ça parce qu'ils sentent bien que quand vous faites ça, ça leur fait un truc qu'ils ne contrôlent plus après. Donc il faut y aller comme ça ou détourner le machin, mais il ne faut pas y aller en frontal. Il faut dire mais pourquoi tu veux quoi? Tu veux la guerre avec moi? Je sens que tu es énervé et je sens que tu veux que je me rebelle ou que je fasse un truc, mais non, ça ne m'intéresse pas. Il faut déjouer, il ne faut pas... Voilà, d'accord? On a mis des professions comme gardien de prison, politique, avocat, juriste, défense. Il y a beaucoup d'avocats, quand ils sont entrepreneurs, ils sont en haut de l'échelle. Ils sont tout en haut, ils dirigent, ils dominent, ils ont le charisme, et ils peuvent défendre les plus faibles, etc. La justice, tout ça, ils protègent, ils sont super. Mais si vous les mettez dans une hiérarchie, et qui ne sont pas en haut, au lieu de répondre au N+1, ils vont répondre au N+3, et ils obéir, même pas en rêve, donc c'est sans arrêt, vous voyez, par rapport au pouvoir, ils détestent ça, ils détestent obéir, ils veulent qu'on leur obéisse, mais obéir, c'est juste pas possible. Donc, ils vont avoir des professions où ils sont tout seuls, comme ça, s'ils sont indépendants, bah, ils n'embêtent personne, ils se commandent tout seuls, donc tout va bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de professions libérales ou des avocats et tout ça, ils sont à leur compte. Avocats, ils adorent, ils ont la cour pour leur part, ils parlent, ils ont 100 personnes contre eux, génial. Plus ils ont de gens contre eux, mieux ils aiment. Ils n'aiment pas que ça soit calme. Donc ce sont des enfants, si c'est trop calme à table, pouf, ils vont faire une bêtise, exprès. C'est la petite bombe atomique là qui va emmerder tout le monde. Et eux, ils vont regarder ce qui se passe. Et puis après, ils adorent ça. Ils n'aiment pas quand c'est calme. Donc il faut vous dire que si c'est trop calme, ils vont vous mettre... Donc il faut les attendre au tournant. Quand vous les voyez, vous vous dites, voilà, je sens que ça va péter là. Il faut anticiper. D'accord? Voilà. Ils vont se mettre en colère ou un truc comme ça. Mais c'est des enfants qui ont un cœur super généreux. Souvent, ils sont super gentils à l'intérieur. C'est tout mou à l'intérieur. Mais c'est l'apparence extérieure où c'est petit caïd, je suis... voilà. Mais à l'intérieur, c'est tout mou. Ils n'ont souvent pas confiance en eux. Ils s'aiment pas, souvent. Ils ont souvent des complexes, etc. Mais extérieurement, c'est moi qui commande. Je me la pète extérieurement. Mais à l'intérieur, je ne me la pète pas du tout. Est-ce qu'il y en a qui se ressentent comme ça? Chef? Bah, vous ne ressentez rien du tout. Hein. Tous les profils, je les passe et je ne ressentais nulle part. C'est embêtant. Hein. Il y a bien un moment, il va falloir trouver quelque chose. Hein. C'est peut-être à cause de l'exemple, peut-être. Vous avez peur de vous ressentir dans mes exemples, c'est ça? Il y a quelque chose, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que quelqu'un comme ça, il est carré. Oui. Des fois aussi, oui. Il y a des personnes qui ne sont pas... Il est carré, il peut être carré physiquement, enfin dans le sens où j'en impose, énergétique. Il arrive, c'est pas quelqu'un qui reste dans l'ombre. Hein. C'est souvent des gens, ils ont des bonnes... ils sont grands, ils sont colosses, ou alors ils ont même physiquement... ça arrive qu'ils soient... Mais s'ils sont maigres, parce quelquefois ils ont des grosses mâchoires. Des mâchoires assez importantes. C'est des gens qui ont beaucoup de force. Hein. Il en faut. Hein. C'est des gens, ils vous déménagent des trucs. Hein. Je veux dire, c'est des gens, ils sont capables de défendre les autres. Ils peuvent être assez procéduriers, etc. Mais ils vont jusqu'au bout. Hein. Ils y vont. Hein. Ils sont courageux, très courageux, volontaires, ils se battent dans la vie. Médiateur. Médiateur, ça va être l'inverse. Lui, il déteste le conflit. Donc ça va être des gens hyper gentils, hyper adaptables, hyper tolérants, mais qui n'aiment pas diriger.
le charisme, ils n'ont pas beaucoup de charisme, ils n'aiment pas, ils se fondent dans la masse et ils vont s'adapter. Tu veux aller là? Oui, oui. Tu veux aller là? Oui, oui. Tu veux regarder tel film? Oui, oui. Pas de problème. Ils sont super sympas, super faciles, mais on a du mal à savoir ce qu'ils veulent. Donc souvent, il faut les pousser un peu, et sinon, ils vont vous suivre en permanence. Et ils ne savent pas dire non. Donc ils vous diront jamais non sur le moment, parce qu'ils ne savent pas s'opposer. Donc vous allez leur demander des trucs, ils vont vous dire oui. Et après, ils se disent, voilà, mais pourquoi j'ai dit oui? Je n'ai pas du tout envie de le faire, le truc. Donc après, quelquefois, ils ne vont pas le faire. Et après, ils vont justifier pourquoi ils ne l'ont pas fait. Donc ils vont argumenter. Ils vont dire, ah oui, mais j'ai pas eu le temps, au lieu de dire tout de suite, non, j'ai pas envie. Mais dire non, j'ai pas envie, ça veut dire je m'oppose. Et si je m'oppose, ça veut dire qu'il risque de y avoir confrontation. Et s'il y a confrontation, il y a conflit. Non, bah alors oui, je fais. Même si je fais pas. Mais je fais. Comme ça, je me dis qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va m'embêter et il n'y aura pas de conflit. D'accord? Donc, eux, ils soutiennent les autres, ils sont capables d'écouter les autres pendant des heures, ils acceptent, ils sont face au conflit, tout ça, ils essayent d'arranger les choses, voilà, d'être médiateurs. C'est des gens qui peuvent avoir un rythme un peu plus lent que les autres. Pour eux, c'est le temps. Vous leur dites c'est ce soir. Ils vous disent oui, parce qu'ils ne vous disent pas non, mais ça ne sera pas ce soir, ça sera peut-être demain soir, ou peut-être après-demain soir. C'est pas tout de suite. Voilà, c'est oui tout de suite dans la tête et devant vous, mais ça sera peut-être oui dans 3 jours ou dans 1 semaine. C'est pas tout de suite, d'accord? Parce que le temps est au temps, voilà, c'est comme ça. Et ils ne sont pas forcément très synthétiques non plus, c'est-à-dire qu'ils vous racontent quelque chose, et vous vous dites, putain, mais il veut en venir où? Et ça continue, et ça continue, et ça continue, et on n'a pas la synthèse. Donc les dirigeants qui sont médiateurs, ils sont adorables, ils prennent l'avis de tout le monde, et toi, et à la fin de la réunion, il n'y a rien décidé. Bah ouais, puisqu'en fait, il y a Paul qui a dit oui, Arthur qui a dit non, je sais pas qui a dit je sais pas quoi, et du coup ils se disent, oh, merde, lui il a dit ça, merde, je veux pas de conflit, alors comment je fais pour arranger celui-là, bah on décide pas. Rendez-vous demain, et hop, il se dit demain ça va arranger les choses, et c'est comme ça le médiateur. Donc souvent il faut, si c'est un patron, il vaut mieux qu'il ait un bras droit battant par exemple, qui va lui dire le temps, dis donc, tu décides là, dans 10 minutes c'est fini la réunion, on n'a rien décidé. Voilà. Donc adorable, mais pas très moteur, et pas très décideur. Donc vos petits médiateurs, vous voyez, diplomates, acheteurs, vétérinaires, acheteurs, ils épuisent les autres. Ils sont excellents acheteurs. Parce qu'ils sont là. Il y a les autres qui sont là, je te vends ma gueule, mon crayon, il y a un tel prix, tel machin. Et l'autre il est là, ouais. Et tu peux me faire un prix? Ouais. Et 1 heure après on y est encore. Donc le mec en face il est, il se dit j'en ai ras le bol, bon ok d'accord, je vais lui faire son prix. Ils sont excellents puisqu'ils n'ont pas le temps au temps, patience, tolérance. Résistance à la frustration, j'attends, voilà, et l'autre devant face, il est épuisé, quoi. Donc il arrive au bout du compte à obtenir ce qu'il veut. Donc en acheteur, il est très bon. Marketing, coach, médecin, architecte, voilà, tous ces métiers. On dit lutter contre l'indolence parce que souvent on trouve qu'il a un rythme un peu, voilà, nonchalant. Ça avance, doucement. Est-ce qu'il y en a qui se ressentent dans le médiateur? Yes? Alors, c'est la nain. Qui d'autre? Alors, moi, c'est une chose. qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Alors souvent ce profil-là, il y a des adultes qui me disent par exemple qu'ils se considèrent, vous n'avez peut-être pas ça ici, mais des tondeuses pour tondre la pelouse. Des tondeuses avec. Ouais, et ben les tondeuses, il y a des fils pour tirer le moteur là, pour que ça reparte. Alors ils disent, je suis comme une tondeuse, de temps en temps il faut qu'on me retire le fil parce que sinon la tondeuse elle fait. Une fois qu'elle s'est vue. Mais si, il n'y a pas quelqu'un qui fait comme ça pour repartir, bah il fait. C'est un peu. Voilà. Je m'épuise et je suis un peu. Voilà. Donc ils ont besoin de quelqu'un qui tire le fil pour la tombe. Voilà. Alors on fait le dernier, c'est le 1.
perfectionniste. Donc le perfectionniste, là c'est quelqu'un qui va aimer toutes les choses, l'ordre, il faut, je dois, il y a qu'à, c'est comme ça, la convention c'est ça, la loi c'est comme ça, il faut obéir au doigt, à la lettre comme ça. C'est cadré, c'est structuré, c'est machin, il faut obéir. Donc rigueur, ordre, idéal, exigence, droiture d'une décision. Hein. Je travaille. Vous voyez, on l'a dessiné avec son petit taille-crayon, c'est un peu ça, hein, je taille mon crayon et je suis hyper précis, ordonné, rigoureux. Donc des gens dans la finance, militaire, administratif, RH, fonctionnaires, ingénieurs, banque, beaucoup de gens dans l'administration, beaucoup de gens dans la banque, beaucoup de gens, des gens hyper rigoureux, fiables, à qui vous donnez un travail le matin, c'est fait le soir, mais il n'y a pas beaucoup de fantaisie, d'accord, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc il va vous dire t'as pas obéi, machin, ils ont du mal à déléguer parce que les autres vont pas faire aussi bien qu'eux. Ils vont faire le travail et déléguer c'est difficile parce que sinon il faut vérifier. Parce que sinon, si c'est pas bien fait derrière, bon bah, je vais quand même vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc des gens qui sont. Ils regardent tout par le biais correct, incorrect. C'est correct, c'est incorrect. Voilà. Le tableau, bah non, je ne peux pas travailler avec un tableau qui est de travers, donc c'est impossible. Donc voilà, le bureau il est rangé nickel, tout est rangé. Je ne vais pas aller bouger si ma cuisine n'est pas rangée, etc. Tout est à sa place, on ne bouge pas d'un iota le truc, le machin, c'est bien, c'est carré. Donc on leur demande quelquefois d'être plus tolérants, parce que comme ils sont très intolérants pour eux, quelquefois ils sont intolérants pour les autres, d'être plus ouverts. Hein. Ils sont assez conformistes, rigoureux, stricts. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui se ressentent dans le perfectionnisme? Alors. Et qui d'autre? Un peu? D'accord. Alors, Moi, après toutes les explications, je vais terminer ce débat parce que je vais voir toutes les choses dès le début jusqu'au bout pour que je puisse choisir vraiment ce qui est. Donc, moi, je suis dans le 3. 3. Oui. Et moi, je suis dans le 7. 7. Alors, il y en a un. Après, on va dire le dernier mot de chacun, mais on y reviendra demain, donc c'est pas grave. Qui d'autre veut nous dire un autre profil? Un peu aussi. Un peu du 1. Alors, on dit assez. Toi, tu m'auras fait. Ah non, c'est un peu. Et 1. Et quoi d'autre? Il y en a qui veulent rajouter un profil? Moi. 2. 2. Et alors, Une question. vas-y. Je constate, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, mais je constate que les personnes perfectionnistes ne vivent pas tranquillement. Bah, en fait, elles ne vivent pas tranquillement dans le sens où elles sont tout le temps à vérifier. Elles ont tout le temps peur qu'il y ait des erreurs, que ça soit mal fait. Et donc, en fait, tout le temps, il faut vérifier les choses, il faut être sûr. C'est des gens qui peuvent avoir des tocs. Vous savez les tocs? Qu'est-ce que c'est les tocs? Vous savez ce que c'est les tocs? Non. Les tocs, c'est refaire toujours la même chose. C'est-à-dire, par exemple, je vais vérifier que ma porte est bien fermée. Je vérifie si elle est bien fermée. Je vais vérifier si j'ai bien fermé le robinet, je sais pas quoi, si j'ai bien fermé mes volets. Et on peut le faire, c'est des gens, s'ils ont un toc, ils peuvent le faire 10 fois, 20 fois, 30 fois. Ils ont la trouille de ne pas le faire. Vous rigolez, mais c'est pas drôle. J'ai un exemple comme ça d'un monsieur qui habitait en face de chez moi. Et c'était un monsieur qui tenait une agence, c'était des fenêtres, il réparait des trucs. Bon. Et alors, c'était devenu un amusement, mais c'est pas drôle. Donc le soir avec mes enfants, on regardait par la fenêtre et c'était un monsieur qui partait très tard de son bureau. Et il avait un toc, c'était d'aller vérifier en permanence si sa porte était fermée quand il partait. Donc, il partait souvent assez tard, vers 10h du soir, etc. Donc nous, on se mettait à la fenêtre pour regarder. Et alors, ce bon monsieur sortait de son bureau, il fermait là, comme ça, il fermait la clé.
Et alors, il y avait un espèce de petit arbre derrière, avant le trottoir, etc., avec un petit monticule, enfin, un espèce de petit truc. Donc, on le voyait, il s'éloignait comme ça, près de l'arbre, là, comme ça, il faisait ça. Et on voyait, il hésitait, il disait, putain, est-ce que j'ai bien fermé ma porte, j'ai bien fermé ma porte. Et hop, il repartait. On a compté jusqu'à 120 fois. Donc, Il partait 1 heure après. Hein. et donc, il était là, et il remontait, il était là, comme ça, et on le voyait, c'était horrible. Et on le voyait, il était là. J'ai bien fermé, on le voyait se triturer la tête, et se dire, non, je ne vais pas y aller encore, je vais pas y aller. Et hop, il est retourné, il refermé. Et alors après, le pire, un jour il a acheté un scooter. Oui. Et alors, avant c'était la voiture. Alors, quelquefois c'était la voiture. Il allait, du coup, enfin il partait. Il prenait la voiture et on voyait arriver avec la voiture devant le magasin. On disait, ah non, il va pas descendre sa voiture pour vérifier. Et une fois, il descendait et il retournait. C'était terrible. C'est ça un toc. Voilà. Et après, un jour, il avait acheté un scooter. Et alors après, il nous faisait le même truc avec le scooter, donc avec le scooter, et c'était le vanity case du scooter qui fermait, qui ouvrait, qui fermait, qui ouvrait. Et je me disais, mais ce pauvre monsieur, quand il arrive chez lui, ça doit être terrible, quoi. Parce que s'il fait la même chose chez lui, il perd quand même beaucoup de temps dans sa vie, quoi. Donc, on en avait un autre comme ça, c'était avec une voiture, c'était pour se garer. Alors il arrivait, il se garait, il fallait que les 2 pneus soient bien parallèles au trottoir. Donc, systématiquement, il arrivait avec sa voiture, il se garait, il descendait, il regardait, il remontait. Et comme ça, je ne sais pas combien de fois. C'était l'enfer. Jusqu'à ce que sa voiture soit bien alignée. C'était terrible. Voilà, ça c'est un toc. Et les tocs, c'est souvent les perfectionnistes comme ça. Voilà. Parce qu'il faut dire que chaque type de personnalité peut avoir une pathologie. D'accord. Plus, donc les romantiques, ça va être la dépression, puisqu'ils sont comme ça. D'accord. Ça va être les maniaco-dépressifs et jusque les gens qui sont bipolaires, je ne sais pas si vous connaissez, bipolarité, borderline, tout ça, il y a beaucoup dans les romantiques. Après, par exemple, les 6, ça va être les loyal sceptiques, ça va être la parano. Puisqu'ils ont toujours peur, ils appréhendent le monde, ils vont avoir des tendances paranoïaques. Genre avoir peur qu'on leur fasse des trucs, etc. Donc chacun, on est tous un peu malades, hein, je vous le dis tout de suite, on a tous une pathologie en nous qui sommeille et qu'on peut développer ou pas, en fonction de notre vie. D'accord. Donc on a tous des brins de pathologie, on est tous, voilà, mais on va développer ou pas. D'accord. Alors, en fait, juste, donc Claudio, tu restes, en fait, tu as du 6, du 6, du 6, donc on reste sur du 6, pour l'instant, jusqu'à demain. Jusqu'à demain, on reste sur du 6, d'accord. Après, Maëva, on va rester sur quel profil alors? Parce que là, il y avait de l'observateur, du médiateur et de l'altruiste. On peut rester Tu veux pas décider ce soir pour l'instant, d'accord? C'est pas grave, hein, tu peux changer demain, mais t'as pas un peu plus de l'un que tu sais pas, ok? Claude? Moi, je vais rester comme ça pour le moment. Pour le moment aussi, d'accord. Nel? Je voudrais partir sur 7. Un peu plus sur le 7? Oui. Ok. On verra, hein? Allez, on verra demain. On verra demain. Vous avez la nuit pour réfléchir. Et pour aller regarder, éventuellement, vous pouvez relire les profils sur Facebook qui sont traduits en... Si vous pouvez les avoir, vous pouvez regarder. Tina? 6. Tu te verrais plus là? 6. D'accord. Antonelli? Je suis plutôt 7. Tu te verrais plutôt là? D'accord. Lova? 7. Plutôt là. Ok. Alice? Entre 1 et 7. Elle est 2, il y a 3. Vous verrez demain, je vous expliquerai d'autres choses. Entre 1 et 7, je suis très mal à l'aise si je ne fais pas les choses parfaites. Une chose parfaite, peut-être la perfection. mais est-ce que c'est maintenant ou est-ce que tu as toujours été comme ça? Toujours été comme ça. Tu as toujours été dans la perfection? Oui. Toujours depuis que tu es petite? Ou est-ce que quand... Non.
Quand tu étais jeune, quand tu étudiais, tu étais comment? Mais je suis aussi dans les 7. Ok, on va voir. D'accord. Donc tu te sens un peu là, un peu là. On va voir. La Léna? Tu hésites entre le 1 et le 9. Ok. Ok. Anta? Ah bah elle est là. Pour moi, c'est 4. 4. Ok. C'est Lana? C'est 9. 9. Ok. Inasoa? Le 1 et le 2. Au revoir. Ok. Zo? Je reste sur 9. Ok. 7. Romain? 7, 7. Moi, Jules? c'est 2. Il y a des traits. D'accord. Pour l'instant, vous ne vous occupez pas des flèches, du sens. Vous voyez qu'il y a des traits qui relient. Ok. Donc, par exemple, pour Claudio, s'il se ressent là, tes flèches de développement, c'est le médiateur et le battant. Je t'expliquerai pourquoi après. D'accord. Mais pour évoluer, et tu peux te ressentir, si tu te ressens là, tu peux ressentir un peu de toi là et un peu de toi ici. D'accord? Si t'étais... On verra après. Maëfa, tu sais pas. Donc voilà. Sauf que, entre le 5 et le 9, il n'y a aucune possibilité. Tu peux pas... Il n'y a pas de lien. D'accord? Et avec le 2, il n'y a pas de lien non plus. Donc, c'est pas cohérent pour l'instant. D'accord? Claude, idem. Si, entre le 9 et le 3, il y a une cohérence. Parce que tu me dis 5, 9, 3. Donc voilà. Si par exemple tu te ressens 9, tu peux aller de temps en temps ici, dans ta vie. Par contre, avec le 5, il n'y a pas de lien. Ok? Mais je vous expliquerai plus demain. Nec, toi tu te ressens plutôt 7, donc ça veut dire que de temps en temps, tu peux te sentir ici, dans le perfectionniste, et de temps en temps, tu peux te sentir ici, dans l'observateur. À voir. Ça vous donne des possibilités de comprendre mieux. Ok? Tina. Tina, tu m'as dit 6, donc là, c'est pareil, tu es sur le 3 et le 9. Peut-être qu'il y a des moments où tu te sens dans le médiateur et de temps en temps dans le battant. À voir aussi. Antoine, toi tu m'as dit 5. Donc si tu es 5, il y a des moments, tes flèches d'évolution, c'est d'aller vers le 7. Donc de temps en temps, tu peux être marrante, drôle, etc. Mais dans un petit groupe réduit, pas dans... Parce que le 5, il aime être dans sa bulle et pas avec trop d'amis, pas trop de personnes. Et on te demande d'aller dans le chef pour t'exprimer, te réaliser plus, t'affirmer, etc. D'accord ? Après, on a Lova, tu m'as dit 9, donc toi tu serais dans ce triangle-là, d'accord ? Donc le médiateur, quand il est sûr de lui, quand il est en harmonie, quand il est en confiance, il peut passer en battant. Et quand il a peur, quand il a la trouille, il peut passer en 6 à avoir peur de tout, douter de lui-même, etc. etc. D'accord ? Après, on a Alice, si tu es 7. 7, donc tu peux aller, on te dit d'aller vers le perfectionniste. Alors tu ne savais plus si c'était 1 ou 7. Mais ils sont reliés tous les deux. Si c'était 1, il faut aller vers le 7. Si c'était 7, il faut aller vers le 1. Et il faut savoir ta base. Ta base, c'est quand tu avais 15 ans. Donc il faut te revoir quand tu étais jeune, pour trouver ta base. D'accord ? Et si tu étais 7, il y a des moments où tu peux te voir là-dedans, dans le perfectionniste, et il y a des moments où tu peux te voir dans l'observateur. D'accord ? Surtout avec la vieillesse. Jeune, le 7, il a beaucoup de mal à aller là. Ça fait chier d'aller là. Après, on a l'Alena. Tu m'as dit 1. Donc 1, et ben du coup, tu vas ici dans le romantique et ici dans l'épicurien. C'est-à-dire que le 1, quand il a trop bossé, machin, on lui dit lâche-nous les baskets, sont un peu marrants, va dans le 7, amuse-toi, lâche le boulot, etc. Et on lui dit, puisque le 1 a beaucoup de mal à exprimer ses émotions, sa colère, on lui dit exprime, va dans le romantique. Exprime tes émotions, exprime ta colère, fais
Dessin, chante, fais du théâtre, fais des trucs, mets-toi en mouvement, etc. pour exprimer toutes tes frustrations, tes ressentis. Hein. Parce qu'il faut savoir que le 1, le perfectionniste, il est beaucoup à ruminer. Il rumine, j'ai mal fait, j'ai bien fait, j'aurais dû faire ça, et il a du mal à sortir ses émotions ou ses frustrations, etc. Et il se souvient très bien des choses. C'est-à-dire que si on lui a fait une méchanceté, 5 ans ou 10 ans après, il est capable de dire à quelle heure, machin, c'était quoi. Il se souvient très très bien. Le 1, il a du mal à liquider tout ça, hein, puisque sur le moment, il n'est pas capable de se mettre en colère. Donc il a des colères froides. Et j'avais un patient comme ça, il me racontait sa vie, c'était un perfectionniste. Et alors il me disait, ouais alors donc en 1967, il s'est passé telle chose, le lundi à 15h, le truc comme ça. Et toute sa vie comme ça, au bout d'un moment il me dit, oui alors en 1985, non là je sais plus. Je sais plus à quelle heure. Je dis, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que là, j'en avais pour 3 heures. Il me racontait tout en détail. C'était l'enfer. Il se souvient de tout. Une fois, quand j'ai des couples que j'accompagne, hein, c'est pareil. Par exemple, s'il y en a un des deux dans le couple qui est perfectionniste, il se souvient de tout ce que l'autre lui a fait. Donc, il lui dit, ouais, mais alors, en 2005, ça, machin, tel jour, ça. Et l'autre, il fait, ah bon? Ou alors, pour peu que l'autre, ça soit un observateur, qui ne se souvient pas du tout ce genre de truc, alors le perfectionniste, oui, alors tu m'as fait ça, papa. Ah, bon, ben non, je ne me souviens pas. Alors ça énerve encore pire le perfectionniste, il va lui en rajouter une couche. Donc, on n'est pas sorti d'auberge. Voilà. Bon, ça c'est le perfectionniste. Alors après, je me disperse. Irène, bon, ben c'est pareil, même truc que la Léna. On y va pareil. Randa, on dit rien. Nirina, donc tu te ressentirais dans le 4. Pourquoi tu te ressentirais dans le 4? Parce que moi, quand j'ai raconté quelque chose, j'ai vu que la personne, j'aime raconter en détail pour que la personne comprenne. Oui, mais est-ce que tes émotions sont comme ça? Je ressens pas ça avec toi. Oui. Je suis pas sûre que tu sois romantique. Parce que le romantique, il est avec des émotions qui sont tout le temps comme ça. Toi, je pense que tu es assez stable au niveau émotionnel. Ça, c'est le fait de raconter dans les détails, il n'y a pas que le romantique qui fait ça. Hein. Le romantique, c'est pas qu'il raconte dans les détails, c'est que lui, c'est théâtral. T'es théâtral? Ah non, voilà, le romantique, il est hyper théâtral. Par exemple, s'il y a un enfant qui a fait une bêtise, et quand j'ai raconté ça à Phil, il faut qu'elle voit aussi la bêtise que l'enfant a fait. Et les autres, vous la voyez comment? Quel profil? De toute façon, on va le faire, hein. On va le faire pour chacun. Mais voilà, le romantique, il est comme ça. C'est pas le romantique, c'est des tragédies, c'est du théâtre, tu vois, c'est plein de trucs dans l'émotion, etc., etc. Le fait de raconter en détail, c'est pas forcément le romantique, ça. Ok, j'ai des petites idées, mais on garde ça pour plus tard. Alors, à toi, Félana. Donc toi, tu sentirais 9. D'accord. Alors le 9, donc du coup, tu as compris. Tu peux aller en battant, quand tu es sûr de toi, que ça va, que c'est harmonieux, que c'est calme, que tout va bien, etc., que c'est chaud, tout ça, tu peux aller dans le battant et y aller. Tu vois. Et quand tu as peur ou quand tu es en stress, quelquefois, tu peux aller là et tu peux avoir encore plus peur et avoir des doutes sur toi. Et puis le côté médiateur, c'est le côté un peu naïf aussi, gentil, trop gentil. On lui dit, dis donc, méfie-toi un peu plus des autres, fais attention où tu mets les pieds, etc. Parce qu'il s'adapte tout le temps, il est super à l'écoute, super gentil par rapport aux autres. Après, donc Dina Soa, qu'est-ce que tu maintiens? Le 2 plutôt. Parce que plutôt le 2. Je crois que j'ai un peu travaillé sur ça. Par rapport regarde-toi quand tu étais jeune, je veux ta base. Parce que tu travailles. Quand j'étais. De toute façon, tu n'as pas changé de base. Hein. La base, c'est toute la vie.
Parce que, en fait, par rapport au perfectionniste, durant mes parcours, soit quand j'ai travaillé, j'étais, par rapport à mes éducateurs, par exemple, je ne les ai pas mis à la place des adultes. On dirait que j'étais leurs parents, j'étais carrée, j'avais pas confiance en eux, j'étais tout le temps derrière leur dos. Alors que je me suis constatée même que ça ne va pas du tout avec ça. Mais j'ai gardé quand même mon travail en tant que responsable. Donc, quand il y a des choses qu'on devrait faire, il faut être à la hauteur et tout. C'était à propos de ça que j'ai dit un, mais du coup, donc, en global, je retiens 2. D'accord. 2, c'est vraiment être tout le temps au service de l'autre, tu sens que tu es tout le temps en permanence. Oui, ok. Ok, on verra. Alors, si tu es 2, tu vois que tu vas vers le romantique et vers le chef. D'accord? Donc, pourquoi le 2? S'il est tout le temps à rendre service aux autres et tout le temps à l'écoute de l'autre, on lui dit d'être un peu dans le romantique, parce que le romantique, lui, il tourne plutôt autour de lui. Donc, on dit, concentre-toi un peu plus sur toi. Et on lui dit surtout d'aller vers le chef, parce que aussi le chef, il sait ce qu'il veut. Et quelquefois, un 2 qui se met en colère, il peut devenir comme un chef. Il peut être assez dirigeant, il a du charisme, un 2. Hein, ça a une notion d'équipe. Hein, il aime bien diriger une équipe, un 2. Il aime bien ça. Ok. Après, Zo. 9. Donc le côté 9, tu as vu, d'aller vers le 6 et vers le 3, je l'ai déjà expliqué, d'accord? Donc ce côté adaptable, gentil, etc. Mais quelquefois ne pas savoir trop décider, se laisser quelquefois porter un peu par les autres, par la décision des autres et tout ça, être plutôt suiveur que leader, le médiateur. Mais heureusement qu'on n'est pas, il faut de tout, parce que si on était tous leaders, personne ne suivrait personne. Ça ne marcherait pas. Et si on était tous suiveurs, ça ne marcherait pas non plus. Donc dans la vie, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y en a pas un mieux que l'autre, c'est qu'il faut forcément des leaders, des suiveurs, des gens un peu plus agressifs, des gens un peu plus... c'est comme ça, il faut de tout. Des gens qui vont inventer, il faut de tout. D'accord? Parce que si on était tous avec vouloir diriger, on serait mal. Donc il faut qu'il y ait des gens qui soient aussi suiveurs et qui soient OK pour accomplir ce que veulent les autres, ou qui soient un peu plus, je dirais, adaptables que quelqu'un qui va arriver en frontal et qui dit c'est comme ça et pas autrement. OK? Après, Romain, 7. Alors 7, donc tu as vu, le côté 7, c'est le côté, je ne sais pas si tu étais comme ça jeune, t'étais quoi, tu papillonnais, tu aimais bien faire plein de trucs, l'animation et ainsi de suite. Animé, ok. Alors le 7, il est le 7, il est très actif, très péchu, souvent assez marrant, il a souvent une espèce d'humour, il aime bien prendre la parole, faire rire la galerie un peu. Et puis, on a toujours l'impression qu'il va bien, il a toujours la pêche, donc même s'il a un grand malheur dans sa vie, le 7, il est là, on ne croirait pas qu'il va pas bien. Hein. Donc tu te ressens comme ça. Donc je vais aller à la perfection. Alors, tu dois aller vers le perfectionniste dans le sens où tu dois terminer ton travail, c'est-à-dire que le 7, comme il veut avoir plein de projets. Le 7, quelquefois, ressemble un peu au battant. Sauf que la différence, c'est que le battant, il fait un projet avec un objectif. L'objectif réussite, machin, je veux aller droit dans le truc, donc je prends un truc. Le 7, tu lui proposes un projet, 2 projets, 3 projets. Wow. Ah, ce projet-là. Ah, génial. Tu vois, il a envie de tout, quoi. Donc, il en commence pas à la fois. Mais du coup, quelquefois, il les finit pas. Ou alors, il achète une entreprise et puis 6 mois après, on lui en propose un autre truc et hop, il vend l'entreprise. Et tu vois, il aime bouger tout le temps. Il aime, Donc, il faut qu'il travaille sur sa stabilité, il faut qu'il travaille sur son engagement. Parce qu'il va dire souvent un peu oui à tout. Il est hyper actif, donc il va faire beaucoup de choses, mais quelquefois il y a des trucs qu'il va lâcher un peu, il va mettre un peu de côté. Et on va lui dire de passer en observateur parce que pour être plus dans l'analyse, plus calme, moins le petit singe qui bouge dans tous les sens. Quoi. Ok? Et Jules? 2.
Alors, l'altruiste, je l'ai déjà expliqué, hein, qui va vers le chef et vers le romantique. D'accord? Donc, il y a beaucoup de... Je vous réexpliquerai ça, parce que là, on a terminé, mais il y a beaucoup de similitudes aussi entre l'altruiste et le médiateur. Il y a des gens, ils ne savent pas entre les deux. D'accord? Pourquoi? Parce que les deux ne savent pas dire non. Pourquoi ils ne savent pas dire non, le 2 et le 9? Je vous explique. Le 2, il ne sait pas dire non parce que lui, il a besoin il a besoin de jouer un rôle et il a besoin qu'on ait besoin de lui. Donc il ne va pas dire non parce qu'il veut qu'on l'aime. Donc il veut se rendre utile, donc il ne va pas dire non. Mais c'est surtout parce qu'il veut jouer un rôle et qu'il veut tout faire pour l'autre. D'accord? Le médiateur, il ne veut pas dire non parce qu'il a peur du conflit. C'est pas la même chose. Mais souvent, les gens hésitent entre les deux. Mais c'est pas pareil. Le 2 est beaucoup plus dans le côté, d'abord, rendre service tout le temps, etc. Le médiateur, il va rendre service, mais si on lui demande. L'altruiste, il va le faire d'emblée. Dès le matin, il va y aller, il va vouloir faire plein de choses. D'accord? Après, même entre vous, du coup, vous saurez déjà, même dans vos équipes, un tout petit peu, et ceux qui ne sont pas là, vous essayez d'imaginer, mon comptable, il est quoi, mon truc. Non, mais c'est vachement intéressant, parce que vous saurez leur parler autrement. Et vous saurez pourquoi ils ne vous répondent pas à ça, pourquoi ça vous énerve systématiquement que ce truc-là, ça ne marche pas, vous dites quelque chose, il ne répond jamais, ou il ne fait pas ça, et vous ne comprenez pas, et ça énerve. Après, une fois que vous avez compris le profil, vous dites « Ah oui, d'accord, ok, il n'a pas du tout le même besoin ou la même approche que moi, etc. » Et du coup, c'est un outil de tolérance. C'est un outil pour mieux aimer l'autre. D'accord? C'est pas un outil, il y a des gens qui me disent « Ouais, ça enferme dans une petite case, ouais, tu vas me juger avec ça. » Non, c'est pas un outil de jugement, c'est un outil d'ouverture aux autres, d'ouverture de cœur. Je vais t'aimer mieux, je vais mieux te communiquer, je vais mieux répondre à ton besoin, je vais mieux savoir te rencontrer, parce que je sais mieux qui tu es. Mais c'est pas oh, t'es un 1, alors zut, t'es un 1, ou t'es un 2, ou t'es un 3. Non, c'est pas ça. Moi, j'utilise pas cet outil. Et il y a des gens, ils disent maintenant tu vas savoir que je suis un 5 et que je suis un 6 et tu vas faire 6. Non, mais non. Non. Moi, c'est pour mieux vous aimer. Voilà, c'est pour mieux aimer les gens. Je sais que tu es telle base ou telle autre base, et du coup, je sais que je vais mieux te rencontrer parce que je comprends beaucoup mieux ce qui se passe dans ta tête. Et pourquoi tu as cette réaction-là en face de moi? Moi, même pour mes enfants, je n'avais pas su quel était leur type de personnalité. Hein. J'ai mon fils qui est observateur, donc si je n'avais pas compris, vous savez, quand vous avez un enfant observateur, l'enfant observateur, il ne vous fait pas des démonstrations affectives. Hein. Il oublie votre anniversaire, il oublie des trucs. Noël, il ne vous souhaite pas votre Noël, il arrive sans cadeau, sans rien, c'est pas grave. Je vois ses sœurs arriver avec des cadeaux, lui il n'a rien, mais c'est pas grave. Parce que lui, le 5, il s'en fout d'avoir un cadeau. Donc, comme il s'en fout d'avoir un cadeau, il ne pense pas que l'autre, ça peut lui faire plaisir d'avoir un cadeau. Lui, si on ne lui en fait pas, c'est pas grave. Mon fils, si je lui dis, c'est quoi, tu veux quoi à Noël? Tu veux quoi à ton anniversaire? Les 5, ils ont besoin de rien. Ils sont comme des ermites, voilà, même paire de chaussures, même chaussettes, même truc, même pull. De temps en temps, je lui dis, on pourrait peut-être aller acheter un jean, on va peut-être... Il s'en fout, vêtements, on s'en fout. Qu'est-ce qui intéresse un 5? C'est son bouquin, son ordinateur... Voilà, mais s'il y a le feu à la maison, il n'y a pas grand-chose, il ne part pas avec grand-chose. La chambre, il y a la même paire de godasses au même endroit, le même truc, 6 mois après, c'est au même endroit. Ça bouge pas, la poussière, pareil, ça bouge pas, il n'y a pas de problème. Le 5, il a besoin de rien. Si j'avais pas compris ça de mon fils, je me serais dit, mais il s'en fout de moi, quoi. Là, il habite plus du tout avec moi, il a 25 ans. Il m'appelle jamais. Si je l'appelle au bout d'un mois, je dis coucou, pourquoi tu m'appelles? Je sais pas, juste savoir si tu existes toujours, ça va bien, il est content. Oui, maman, pourquoi? Ça va très bien, c'est pas de problème. Voilà, je voulais savoir si tout allait bien chez toi. Là, c'est bon. Donc si j'avais pas compris qu'il était comme ça, je me dirais, mais non, c'est pas sympa. Ma deuxième fille, chef, elle a passé son temps à rentrer dedans. Voilà. Si j'avais pas compris, ça aurait été la bataille. Tout le temps, bataille, on serait bataillé en permanence, etc. Ça aurait été l'horreur. J'ai compris comment il fallait l'amadouer, comment il fallait contourner l'obstacle, comment il fallait pas aller en frontal. Et encore, même comme ça, c'est difficile. D'accord? Donc, ça, c'est compliqué. Et après, ma troisième fille, elle est épicurienne. Bon, elle, c'est au contraire, c'est la joie dans la chaumière, elle est tout le temps hyper péchue, machin, truc, etc. Elle est hyper marrante. Bon, mais quelquefois, c'est vrai, si je ne sais pas forcément si elle va pas bien, etc., il faut que je fasse attention. Donc, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. D'accord? Ça aide en couple aussi, ça aide pour plein de trucs.
Voilà. Donc, j'espère que je vous ai bien convaincu de la faire. Et que demain, vous saurez tous par cœur quel est votre profil, comment ça va bien. Vous inquiétez pas, si vous ne savez pas demain, c'est pas grave. Parfois, ça met beaucoup plus de temps et c'est pas grave. L'important, c'est de cheminer et d'essayer de se chercher. C'est être en chemin. C'est se chercher, comprendre. D'accord ? Après, on savait le temps que ça met. C'est pas grave. Le temps que vous mettez pour vous chercher, c'est du temps aussi pour comprendre les autres et pour vous comprendre vous-même, etc. Donc, vous avancez. Voilà. OK ?